Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto, ravi de vous retrouver pour Grand Prix, un nouvel épisode qui s'annonce, ma foi, fort disputé, fort animé, fort complet, bien évidemment, parce qu'on a encore vu des F1 2022 qui ont été présentés, on va continuer de vous en parler, bien évidemment, avec un grand plaisir. Personne n'est en rose et bleu aujourd'hui, on est quasiment déçus, mais que voulez-vous, ils nous ont pris par surprise comme ça d'un coup, pan, voilà. On ne savait pas trop d'où ça sortait, donc on ne pouvait pas se préparer, bien sûr, mais on en parlera de cette Alpine, on parlera aussi de la Mercedes, de la Ferrari, bien sûr, qui ont été présentés. On évoquera bien évidemment le pré-shakedown de pré-saison qui va commencer demain du côté de Barcelone, parce que ça y est, les essais vont débuter en Espagne, et on appellera ça très clairement des essais hivernaux, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis on vous parlera un petit peu de Michael Masi. J'ai adoré d'ailleurs Manu qui nous avait mis un tweet qui nous a mis un tweet sur Twitter, oui, qui nous a mis un tweet sur LinkedIn tout à l'heure, merveilleux, disant que donc la Mercedes est grise, la Ferrari est rouge, l'Alpine est bleue et rose, et Michael Masi est vert certainement. Et que, voilà, pour Michael Masi, c'est malheureusement, voilà, la sentence était irrévocable, on a éteint le flambeau, tout ça, ça tombe bien, c'est le bonsoir. On en parlera de toutes ces annonces, bien sûr, de la FIA. À mes côtés, comme d'habitude, l'ami Franck, comment ça va, même s'il a un petit peu changé, vous avez vu, hein, on est plus pareil, on le voit plus pareil aujourd'hui, Franck. Salut Michael, salut tout le monde. Bah écoutez, je suis excité comme une puce, on va dire. Ça y est, c'est les essais, c'est demain, ça commence, on va les voir tourner. Enfin, c'est Formule 1, même si on a déjà vu quelques images à gauche et à droite sur les différentes équipes. Enfin, voilà, ça y est, on y est. Cette nouvelle ère de la F1 va enfin démarrer. Donc voilà, impatient de débriefer avec vous les dernières F1 qu'on a pu voir, les petites nouvelles avant les essais, et puis voilà, 2022 est lancé. Cela dit, limite, on les a mieux vus dans les images que nous ont montré les équipes que ce qu'on va voir pendant 3 jours. Hein. Ça y est, c'est une nouvelle ère de la F1 qui débute, mais derrière un petit rideau, quand même, pour être certain. Alors, vous le savez, si vous suivez le sport, évidemment, les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés ce dimanche, et Paul est donc revenu de Chine. Il a décidé de ne pas rester pour les Jeux Paralympiques, voilà, parce qu'il faisait un petit peu froid. Comment va Paul ? Très bien, ravi d'être de retour en temps réel avec vous, je sais, ça se fête. Je suis impressionné que le décor de l'hôtel à Pékin était très similaire à chez moi. Les moyens techniques qui ont été mis pour ces Jeux Olympiques, je recommande l'expérience à tous. La prochaine fois, au lieu de couvrir le bobsleigh, j'irai en biathlon, par contre, histoire d'avoir quelques médailles, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup en bobsleigh, 0 je crois. Et voilà, et pour répondre à une question du chat, non, je ne suis pas Nicole Kudberg, mais je l'ai croisé en ville l'année dernière, pour l'anecdote. Il organisait l'emménagement de sa sœur. C'est une vraie histoire. Dans le centre de Palma de Majorque, là où je vis, on s'est croisés. Il a même fait un selfie, donc c'était sympa. Incroyable, mais qu'il est disponible, ce Nico Hülkenberg. C'est lui qui a fait waouh, hey. C'est lui qui a demandé en fait le selfie. Re-bienvenue en tout cas parmi les gens qui sont Merci. à l'heure et qui sont en direct, Paul. C'est très. Je sais que c'est très impressionnant pour toi. Donc. Merci. C'était émouvant pour moi surtout. Ouais. Paul n'est pas un tas de pixels donc. Hein. Voilà. Si vous allez dans la rue, vous n'avez pas vous chercher. En fait, il te cherchait parce que vous savez, maintenant, on a des fans, c'est bien normal. Et il te cherchait, mais avec des gros. Et non, ils ne t'ont pas trouvé. Mais donc, non, il n'a pas de pixels dans la vraie vie, messieurs. C'est voilà. Il ne se balade pas. Mise à jour. Il ne se balade pas avec une glace devant lui, ça, les trucs qu'on met dans les douches là. Non, c'est bon. Il est bien comme ça. Et puis donc voilà, alors, on dit qu'il s'approche de la sortie, mais non, on garde le meilleur pour la fin. C'est tout simplement ce qu'on peut dire, bien sûr. L'ami Manu, comment va-t-il ? Ça va, bonsoir à tous. Ça va très bien. Écoute, tu vois, moi j'ai mis du bleu et du rouge parce que c'est ce que j'ai eu le plus proche de l'Alpine. Donc je me suis mis un peu aux couleurs du jour. Et puis voilà, écoute, ça va. Je suis content de voir Paul en synchro et en net. Et je veux bien voir le selfie avec ton double, du coup. Ça va être assez marrant. Ah ok, j'essaierai de trouver la photo pour la fin de l'émission, promis. On fera un jeu, bien évidemment, vous devrez savoir dans le chat ma qui, hein, bien évidemment. Je vais appeler Marie-Ange Nardi, juste histoire d'avoir tout ce qu'il faut. Oh, ça y est, les références de vieux commencent déjà, c'est fantastique. Quelle belle émission qui s'annonce, et on va donc débuter par les dernières monoplaces que l'on a vues. Ça y est, on en a vu maintenant 9 officiellement, puisque bon... l'Alfa Romeo, on vous en a déjà parlé, elle s'est montrée discrètement, de manière
pas prévu. Mais en tout cas, eh bien, les présentations ont continué. On en a désormais 9 de ces Formule 1 2022. Il y en a, bah alors, encore une fois, pour tous les goûts. Hein. Véritablement, ça s'est poursuivi au niveau de ces différentes présentations avec Mercedes, donc, qui a présenté la nouvelle voiture, la W13 E-Performance. C'est important, bien évidemment. Ça y est, puisque donc, eh bien, la voiture, l'écurie championne du monde, a donc présenté sa monoplace. Oui, on rappelle. C'est important de rappeler que Mercedes est championne du monde en titre parce que forcément, on a plus retenu le titre de Max Verstappen. Mais voilà, la W13 est grise. Le retour des flèches d'argent parce que on pouvait commencer à en douter vu les combinaisons, vu le casque de George Russell aussi qui est tout noir. Voilà, on pouvait commencer à se dire ça y est, ils vont la laisser noire. Non, finalement, le boss de Daimler avait bien raison. C'est-à-dire que quand le Big Boss annonce que la voiture va être grise, effectivement, on avait des raisons de le croire. Et donc, eh bien, cette nouvelle flèche d'argent a été présentée. Et Franck, on voit qu'elle a quand même assez... elle a quand même quelques petites choses aérodynamiquement parlant qui montrent que on ne s'est pas reposé clairement pendant l'hiver chez Mercedes et qu'on n'a pas poussé le développement à fond jusqu'en 2021 pour aussi se concentrer sur cette voiture. Ouais, alors franchement, très impressionnante. Je m'attendais à forcément, voilà, très très bon boulot de Mercedes. Bon, alors ça, c'est un peu le concept, c'est pas la vraie voiture qui a été présentée. C'est ce qu'ils ont montré en premier et ensuite sur le ils ont plateau. fait le vrai. Voilà, avec des pontons un peu plus travaillés. Franchement, elle est magnifique. Je m'attendais pas à autre chose de la part de Mercedes de toute façon, puisque il avait annoncé, vers la fin de la saison, c'est qu'ils n'avaient dépensé aucun jeton de développement sur la voiture de 2021. Donc ils avaient vraiment concentré toutes les ressources techniques et financières pour la conception de la voiture 2022. Bon, avec quelques évolutions quand même pour la voiture 2021. Donc on peut voir que c'est une voiture qui est extrêmement bien travaillée. C'est bien au niveau des pontons, voilà, l'entrée d'air sous les deux tunnels donc, du plancher. On n'appelle plus ça un fond plat parce qu'il n'est plus tout à fait plat. C'est les petites vaguelettes effectivement sur les côtés. Je veux dire, ouais, voilà, il y a du travail. C'est très beau, c'est très propre. C'est un peu comme chez Ferrari, on va en parler aussi. On n'a pas encore vu la Red Bull, parce qu'on a vu que la livrée de la Red Bull sur une maquette. Donc j'ai hâte, moi, de voir la Red Bull RB18 en vrai. Ça sera demain matin, du coup, parce qu'on espérait tous la voir ce soir, avant l'heure présentée. Mais pour l'instant, Red Bull garde encore ses photos. Donc voilà, pour moi, c'est du très très beau boulot. Il y a un gros boulot sur la haute wash, il y a un gros boulot sur l'arrivée d'air au centre de la monoplace et en dessous de la monoplace. Bon, les ailerons sont vraiment quasiment tous les mêmes. Les ailerons arrière, je parle. Les ailerons arrière sont vraiment quasiment tous les mêmes sur toutes les équipes. Donc c'est un peu difficile pour l'instant de savoir qui a vraiment le mieux affiné cette partie-là, mais ça a l'air d'être assez verrouillé en termes de design. Mais non, c'est du très très beau boulot de la part de Mercedes. Je pense que, en termes en tout cas de raffinement aérodynamique de ce qu'on peut voir sur cette voiture-là, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on a pu voir sur d'autres voitures. Très clairement, Paul, toi, ton sentiment sur cette W13, on la voit ici aux mains de Lewis Hamilton. George Russell l'a piloté aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont fait chacun quelques tours. Je suis 100% d'accord avec Franck. C'est vrai qu'elle fait une première très grosse impression. Déjà, pour mentionner la livrée, c'est quand même sympa de retrouver le gris. La livrée noire était très sympa pendant 2 ans. Je trouve ça bien qu'ils aient maintenant repris leur livrée traditionnelle. En plus, on a un petit peu l'impression que c'est une nouvelle livrée, du coup, donc ça ajoute un peu à l'effet de nouveauté. C'est vrai que cette voiture, elle a l'air extrêmement travaillée. On ne sait bien sûr pas du tout ce qu'elle vaudra en piste. Mais on a souvent tendance à dire en Formule 1 que si une monoplace est jolie, généralement, elle est rapide. C'est un adage qui s'est souvent vérifié par le passé. Donc, attendons de voir ce qu'elle va avoir en piste. On aura un début d'éléments de réponse dès demain à Barcelone. Mais c'est vrai qu'elle a très forte impression visuelle. Et hâte de voir si elle est aussi rapide en piste qu'elle n'est jolie visuellement. Manu, toi qui es un petit peu notre expert technique, là, justement, d'accord avec ce qu'a annoncé Franck sur ces petites trouvailles, peut-être chez Mercedes. On ne saura qu'à partir de demain, évidemment, qui a eu la bonne idée. Hein. Ouais, de toute façon, il faudra quelques semaines pour qu'on sache vraiment qui a trouvé les bonnes solutions. C'est Mark Herman, le directeur technique d'Alpine, hier, qui disait que ça va être marrant de voir en action les solutions chez les autres, en fait, que nous, on n'a pas retenues. Et c'est exactement ça, parce que du coup, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses de testées, ou en tout cas des directions de prise. Du coup, ça veut dire que les équipes ont quand même toutes plus ou moins évalué les directions qui finalement n'ont pas été retenues. Et on voit que Mercedes, justement, a fait encore un pari un peu différent des autres voitures équipées d'un moteur Mercedes, justement. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est clairement le plancher de cette voiture, qui est hyper sculpté.
On voit qu'il y a un énorme travail pour laisser passer à la fois l'air sous la voiture et à la fois pour justement le guider autour des pontons. Parce qu'en fait, on n'a pas ces pontons un peu suspendus comme on peut avoir sur l'AlphaTauri, la Ferrari ou l'Aston Martin. On a vraiment des pontons qui sont resserrés au maximum. C'est plus une philosophie un peu à la Williams. Mais on voit que Mercedes a vraiment fait en sorte de guider justement le flux d'air via beaucoup de mise au point en fait sur le plancher. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'interroge le plus. Et on peut s'attendre à une voiture qui sera assez efficiente, qui aura peu de traînée, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas trop chargé en appui. Là où Ferrari, par exemple, a beaucoup plus chargé l'avant de la voiture notamment. Et eux, ils ont plus chargé l'aileron arrière Mercedes, mais on peut s'attendre à une voiture qui aura vraiment une grosse vitesse de pointe, ou en tout cas qui sera vraiment à l'aise sur les circuits rapides. Ça me paraît un peu plus probable, on va dire. Après, il y aura forcément des choix qui vont faire qu'ils auront aussi besoin de réduire, ou alors ils pourront justement plus les charger en appui. Mais en tout cas, ouais, on voit que vraiment il y a une espèce de travail à la fois sur les entrées sous les pontons qui sont beaucoup plus avancées et beaucoup plus proéminentes que sur beaucoup d'autres voitures. On voit vraiment qu'il y a un énorme travail d'aspiration de l'air pour l'effet de sol. Et puis à la fois, on voit que justement, ils ont quand même beaucoup travaillé vraiment l'aspect guidage de l'air en dépit du fait qu'ils ont packagé le moteur beaucoup plus fin que d'autres équipes. Effectivement, hein, c'est assez... je vous rejoins, elle est impressionnante cette voiture, c'est vrai qu'elle montre des petites choses. Alors après, à voir, hein, parce qu'on avait dit, on l'avait évoqué la semaine dernière avec la Williams, qu'effectivement, cette solution de ponton était un peu plus proche de ce qu'on voyait en 2021. Et est-ce qu'elle fonctionnerait avec ces monoplaces 2022 ? C'est intéressant de voir que Mercedes a suivi ce concept-là d'une certaine manière, donc à voir effectivement laquelle de ces philosophies va pouvoir faire la différence. Moi, j'ai bien hâte évidemment de voir comment elle va se débrouiller, mais alors, pas se le cacher, la Mercedes c'est très jolie, il n'y a pas de souci, mais il y en a quand même une qui a frappé tout le monde, mais alors de plein fouet. C'est cette Ferrari F1 75, parce que voilà, c'est donc le nom officiel de la voiture, la Ferrari F1 75. Bon bah écoutez, vous prenez la Ferrari de 95 avec Jean Alesi dedans, vous avez à peu près, l'image en tête. Très 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 jolie cette Ferrari, Paul. Et puis là, on parlait justement de travail. Effectivement, il y a beaucoup de travail sur cette auto, ça c'est une certitude. Oui, exactement. Comme pour la Mercedes, même remarque, elle paraît extrêmement travaillée. Et ce qui est intéressant de voir, en plus en comparaison avec la Mercedes, c'est que les choix ont été assez radicalement différents. On peut déjà voir l'aileron avant qui est par exemple qui paraît presque tout plat, là où l'aileron avant de la Mercedes est ondulé. On voit bien sûr l'entrée des pontons qui est très différente. Donc, elle rejoint la Mercedes pour ce qui est de faire la meilleure impression jusqu'ici. Et c'est vrai que cette livrée, elle est en plus particulièrement réussie. C'est là qu'on voit que les équipes qui sont le plus attendues cette année, ça va être très intéressant parce que leurs choix sont très différents. Et vraiment, là, à l'heure où on se parle, bien malin celui qui peut dire lequel des concepts marchera le mieux. Mais c'est vrai qu'on a cette même impression que c'est une voiture très, très travaillée, qui donne une espèce d'impression de finesse, voilà. Et encore une fois, qui est belle. Donc voilà, est-ce que cette beauté sera traduite en performance ? On aura un début de réponse bientôt, mais c'est vraiment intéressant de souligner à quel point les équipes elles sont parties sur des concepts finalement complètement différents. On sait qu'il y a beaucoup de pièces qui sont standardisées, mais finalement l'apparence des voitures, en tout cas, en attendant de voir si elles sont proches en performance, elles ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça déjà, c'est un bon point de ces nouveaux règlements, c'est qu'on n'aura pas du tout 10 fois la même voiture avec une livrée différente. On aura vraiment des concepts différents de A à Z. Je crois qu'à part l'aileron arrière, finalement, qui sont assez standardisés sur toutes les monoplaces, on a vraiment eu des idées différentes jusqu'ici. Voilà, je laisserai Manu pour la partie plus technique, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ce que les uns et les autres proposent jusqu'ici et des concepts qui vraiment se différencient les uns des autres. C'est passionnant à voir. Ce qui est pratique avec Ferrari, c'est que maintenant vous l'imaginez en blanc avec le drapeau russe et vous avez la Haas. Donc c'est assez pratique. Et c'est vrai qu'on parlait régulièrement des ailerons arrière. C'est la seule, la Ferrari, donc la Haas aussi, qui se démarque justement sur ce point-là avec un aileron arrière, Manu, qui est très prononcé, qui vraiment ondule énormément. Il y a un côté vraiment plus pincé sur les flancs. On voit qu'il y a en fait le plan le plus inférieur remonte beaucoup plus sur les côtés et laisse justement cette espèce d'effet un peu plus cuvette. Donc j'imagine que ça crée moins d'appui, mais encore une fois, la Haas comme la Ferrari sont des monoplaces qui ont plus d'appui sur l'avant, surtout la Ferrari. Et j'imagine du coup qu'effectivement, elles ont moins besoin de trouver de l'appui sur l'aileron arrière. Donc on voit que il y a une philosophie différente en fait. Donc après, à voir si ça finalement
ça fera quand même le même effet. Ce qui est sûr, c'est que les concepts qu'on a laissent penser que la hiérarchie changera beaucoup d'un circuit à l'autre, parce que vraiment, pour moi, il y a des monoplaces qui ne peuvent pas fonctionner de la même façon sur deux types de circuits. Et quand on voit typiquement Mercedes et Ferrari, on voit deux voitures qui sont complètement différentes, ou en tout cas dans leur philosophie. Les suspensions à l'avant, c'est pareil, ça a beau être la même philosophie en push-rod, on a quand même vraiment une production d'appui en fait, sur les suspensions avant de la Ferrari qu'il n'y a pas du tout sur celle de la Mercedes, ou en tout cas beaucoup moins. La Mercedes, c'est vraiment de laisser passer le plus d'air possible vers le plancher et les pontons, là où la Ferrari en fait n'hésite pas à rajouter justement un plan horizontal avec les biellettes en fait, qui sont décalées des triangles, de manière à générer plus d'appui. Donc rien que ça, c'est différent. Et encore une fois, vraiment, il y a une recherche d'appui sur le train avant sur la Ferrari qui m'étonne énormément. Alors possiblement, c'est pour encore plus avoir de marge sur la fenêtre de fonctionnement des pneus aussi, puisque finalement, une voiture qui sera plus stable à l'avant aura beaucoup plus de faculté à ne pas trop surchauffer les pneus en tout cas. Effectivement, Franck, ce retour au Rosso, c'est le Rosso Corsa, c'est ça, je sais plus. Ouais, Rosso Corsa Mat. Mat, oui, puisque ça, c'est la lubie de pas mal d'équipes depuis quelques années. Ça. Une mention spéciale pour la livrée, rouge et noir, retour effectivement aux années 90, franchement c'est magnifique. Je pense que personne ne regrettera la disparition de Philippe Maurice et son input sur cette livrée, parce que franchement on a quelque chose de vraiment très 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 joli. Voilà, bon choix de couleur, ce qui fait effectivement que cette voiture a vraiment frappé les fans à 90%, c'est pas dire 95%, accueillis à bras ouverts et avec un grand sourire en voyant cette monoplace qui semble innovante. Et encore une fois, comme l'ont dit Paul et Manu, on a vu 9 monoplaces, je dis pas 10 parce qu'on n'a pas encore vu la Red Bull, on a vu 9 monoplaces qui sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Donc on avait vraiment peur que ce règlement 2022 fasse des F1 qui soient des copier-coller les unes des autres, et en fait pas du tout. C'est vraiment ce qui est le plus frappant, c'est effectivement on a tellement de concepts différents que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Donc j'espère que Ferrari sera parti sur la bonne direction, parce que ses fans l'attendent au tournant, évidemment, parce que voilà, c'est la voiture qui est l'œuvre de Mattia Binotto et de ses équipes depuis presque 2 ans, voilà, deux saisons sacrifiées pour en être là. C'est que la voiture doit maintenant fonctionner. Ils ont plus le choix, sinon je pense que clairement que si la voiture est larguée, je pense qu'on peut dire bye bye à Binotto au cours de saison. Ça c'est à mon avis ça c'est couru d'avance. Mais voilà, on va pas du tout être défaitiste pour eux. La voiture semble bien réalisée. Moi, j'avais une petite crainte sur ces pontons, effectivement extrêmement larges. Mais bon, ils abritent les radiateurs qui sont plutôt sur le côté, a priori, de la voiture, ce qui permet effectivement d'avoir ces 2 longues cuvettes, ces 2 longues virgules qui amènent l'air vers l'aileron arrière pour vraiment travailler une sorte de double aile. Hein. Voilà, c'est par en dessous et par au-dessus. Vraiment coller la voiture au sol en faisant au mieux fonctionner le plancher. Donc ça, c'est une très belle trouvaille. Après, j'ai vu des petites blagues sur les réseaux sociaux, en disant que la voiture pesait 795 kg à vide sous l'eau sec et 850 kg sous la pluie, parce qu'avec la cuvette, on va accumuler de la flotte sur les grilles de départ s'il pleut un peu trop. On va écoper les pontons. Voilà, on va écoper les pontons. Mais non, voilà, c'est encore un choix différent. C'est tant qu'on n'aura pas vu les voitures rouler, personne ne peut se prononcer sur qui aura le meilleur concept. Donc c'est parfait pour nous qui avons un petit peu l'œil technique, qui essayons de l'avoir en tout cas, qui essayons de comprendre ce qu'ont fait les ingénieurs. On voit encore quelque chose de différent de la Mercedes, de la McLaren. Alors la Haas, effectivement, ça se rapproche beaucoup, mais là du coup ça me permet de faire un petit carton rouge à Haas, parce que Haas a été la première équipe à présenter sa F1 sous forme de rendu 3D. Entre le rendu 3D présenté et la voiture qu'on a vue en piste hier, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, ils auraient au moins pu nous filer un rendu 3D qui ressemble à peu près à la réalité. C'est même pas le cas. Donc, mais est-ce qu'on n'aurait pas Ferrari qui aurait dit bon les gars vous êtes gentils, mais ok vous avez le droit à la présenter avant tout le monde, mais ne montrez pas la vraie, parce que ça va être, on va retrouver des solutions. Possible aussi, mais bon c'est pour le coup c'est exactement ce que j'avais dit lors du Grand Prix de la semaine dernière. C'est ils ont cherché absolument à griller tout le monde. On dirait doit être la première à présenter notre concept, et puis finalement c'est pas du tout ça ce qu'on a vu à Barcelone lors du check-down. Donc un petit carton rouge du coup rétroactif à As.
Voilà, voilà cette as. On retrouve d'ailleurs le concept du museau Ferrari, hein, très clairement, puisqu'on rappelle, donc, Oui. Ferrari a fait en sorte d'avoir un museau, comment expliquer, le bout du museau, en fait, pourra être redessiné à foison, puisque ça n'est pas lui qui fait partie de la crash box. Et donc, du coup, cette partie n'étant pas structurellement là pour protéger le pilote, ils vont pouvoir la changer, et c'est derrière, justement, que les crash tests se font. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose Je fais d'ingénieux. je fais un petit aparté là du coup parce que ça soulève beaucoup de questions sur les budgets de développement de ces F1 de 2022. Parce que si on a des Ferrari et des As qui sont capables d'avoir des concepts assez proches, on peut supposer que les ingénieurs ont un peu communiqué entre eux. Ce qui veut dire qu'en fait pour développer ces voitures, on a peut-être 2 fois plus d'ingénieurs et 2 fois plus de plafond budgétaire, au moins pour une première itération. Chez Red Bull et AlphaTauri, je pense que c'est pareil, mais par contre pour les autres équipes qui sont un petit peu indépendantes ou qui conçoivent leur F1 de leur côté, ça pourrait faire sourciller un petit peu. Donc voilà, Bah, je lance le débat. La Red Bull et la Fattori, cela dit, n'ont pas l'air proches en concept, Ouais. Manu. Je sais Mais pas même si- là, c'est la Ferrari, il y a évidemment toute la partie arrière parce que forcément, c'est suspension, moteur et boîte de vitesse. Donc fatalement, ça conditionne énormément de choses. Le moteur doit être packagé de la même façon. On le voit, les pontons sont à peu près les mêmes, même si du coup, As n'a pas autant sculpté ses pontons. On voit que les entrées d'air sont au même endroit, enfin les sorties d'air sont au même endroit. Les entrées d'air sont un peu au même endroit, même s'ils ne sont pas la même forme. L'aileron arrière, justement, reprend ce côté, comme on disait tout à l'heure, un peu plus incurvé. Mais par contre, l'avant, alors les suspensions sont les mêmes, donc forcément, bah, c'est pareil, ça dirige un peu plus vers un fond plat qui sera peut-être un peu plus similaire, mais on voit que le museau, par exemple, là où là, sur la Ferrari, il est beaucoup plus pointu et va jusqu'au premier plan horizontal de l'aileron, le plus bas. Sur la As, on voit que justement, c'est une solution façon McLaren ou Aston avec un plan, en fait, le museau qui s'arrête au deuxième plan horizontal, ce qui permet d'avoir vraiment un seul plan entier de passage d'air, en fait, guidé par l'aileron. Donc, il y a quand même des différences. L'aileron, enfin, le museau est quand même dans l'ensemble beaucoup plus pointu sur la Ferrari. Par contre, l'aileron avant est strictement identique, tu es d'accord avec moi? L'aileron avant, c'est le copier-coller. De toute façon, on voit qu'il y a la même recherche. Vu qu'il y a les mêmes suspensions, en fait, ils sont obligés de rediriger l'air de la même façon. Donc forcément, il n'y a pas ce creux dans les moustaches qu'il y a sur la Mercedes, par exemple, où on voit qu'ils essaient de faire descendre l'air sous la voiture. Eux, ils mettent de l'appui sur l'avant et ils l'envoient dans les suspensions qui ensuite, elles, le dirigent vers les entrées d'air un peu plus hautes. Donc, en fait, ça va être un peu l'intérêt de savoir s'ils arrivent aussi bien à faire fonctionner justement l'effet de sol, s'il n'y aura pas un peu moins d'air qui rentrera sous la voiture. Moi, c'est un peu ce qui m'inquiète sur la Ferrari, c'est qu'elle m'a pas l'air de beaucoup diriger, en tout cas, enfin, les éléments extérieurs n'ont pas l'air de beaucoup diriger l'air vers le bas, plutôt vers le haut. Mais après, effectivement, on voit que de toute façon, l'entrée d'air au-dessus des pilotes est la même, l'aileron arrière est pas loin d'être le même. Voilà, ça reste des voitures qui sont très très proches en philosophie. Et finalement, c'est ce qui m'étonne le plus chez les équipes Mercedes, où il y a 4 philosophies différentes pour 4 voitures, alors que c'est le même moteur, et que aujourd'hui, toutes les équipes clientes, à part McLaren, mais les deux autres utilisent la même mode de vitesse. Donc, il y a quand même un côté un peu surprenant à ça. Mais effectivement, ouais, du côté de Red Bull et AlphaTauri, c'est un peu différent. On voit déjà qu'il n'y a pas les mêmes choix de suspension à l'avant, et la Red Bull a l'air globalement un peu plus agressive en termes de design de ce qu'on en a vu. Mais bon, encore une fois, il reste beaucoup à voir. Oui, je rappelle que vous êtes extrêmement méchant, je trouve, avec la Red Bull, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont présenté la RB18, donc accordons un petit peu de crédit à leur communication, s'il vous plaît. C'est justement parce qu'ils ont dit ça que je leur accorde aucun crédit, personnellement. Quand ils ont amené Bibit sur la voiture, c'était la RB18, voilà, donc à un moment donné, soyons... Il ne se passera pas une émission où on ne parlera pas de cette équipe, et on ne parlera donc pas de leur sponsor, c'est obligatoire. On est un peu con parce qu'ils n'ont pas signé de contrat, mais on va voir avec eux ce qui va se passer. Mais bon, juste pour la vanne. On parle de com. Je pense que du coup la transition est toute trouvée parce que bon, il y a eu un lancement. Il s'est passé quelque chose au Palais de Tokyo hier soir. Il y a eu à peu près 14 lancements de voitures en même temps, mais c'était toutes des Alpines. J'ai rien compris. J'ai pas, voilà. Mais donc globalement, on va commencer. Voilà, pour nos amis du chat, vous allez être gentils, vous allez être reconnaissants surtout. On met la bleue. On commence par la bleue. La bleue et rose, certes. Cette Alpine, donc, aux couleurs de BWT, qui devient le sponsor principal. Jusque-là, ça va, c'est une Alpine. Moi, j'ai pas de souci. J'ai aucun souci avec cette livrée-là. On s'en est pas non plus. Voilà, c'est pas... je exprimerai un peu plus mon avis après. Mais ici, c'est une Force India. Ou une Racing Point, c'est au choix. Vous choisissez, il n'y a pas de souci. Quel beau coup marketing d'Alpine quand même hier, parce qu'ils ont réussi à mettre Racing Point en 3e tendance France. C'est merveilleux ce qui s'est passé sur Twitter, parce que voilà, donc ça globalement on rappelle un petit peu le fil des événements, mais au Palais de Tokyo, donc ils ont organisé le lancement
d'ailleurs, certaines personnes pouvaient y aller d'ailleurs, et je crois même que vous pouviez juste y passer en tant que fan et aller. Et en fait, ils avaient donc la livrée bleue qui était à l'intérieur du palais de Tokyo, là où se passait la présentation officielle avec Sandy Haibert, avec Luca Di Meo, avec Laurent Rossi, Fernando Alonso et Esteban Ocon. David Ebrevio était peut-être là pour prendre une photo, quelque chose, manger un petit four, je ne sais pas. J'ai pas eu d'infos. Il servait le punch. C'est ça, c'était lui qui était à la cantine, là, qui faisait les petits fours. Et à l'extérieur, ils avaient mis la livrée rose pour faire une présentation assez sympa. Maintenant, quelle idée, quand la présentation de la voiture commence à 18h30, quelle idée à 17h50 à peu près de lever la couverture sur la rose pour nous faire une peur pareille. Et donc on a vu sur les coups de 18h, 18h20, l'Alpine rose, oh mon Dieu, quel enfer. Et puis finalement l'Alpine bleue. Mais l'Alpine un peu rose quand même parce qu'elle fera les 2 premières courses. Ouais, c'est ça, c'est double livrée, donc on explique, on rassure, a priori, il n'y a que 2 Grands Prix avec cette livrée rose, c'est les 2 premiers Grands Prix de la saison. Un commanditaire de BWT aurait dit en aparté qu'il n'est pas exclu que la voiture puisse réapparaître épisodiquement sur l'une ou l'autre course au courant de la saison, peut-être le Grand Prix d'Autriche, puisque BWT est autrichien. À voir, voilà. En tout cas, c'est le coup de pub que se paye BWT, assez logique, entre guillemets, vu le montant apporté, même s'ils sont déjà très très présents en termes de rose sur la voiture classique, entre guillemets, qui fera donc 90% du championnat. Donc cette version bleue. Tiens, j'ai pas marqué le petit logo Yahoo sur. Ça existe encore, Yahoo? Et oui, mais Yahoo est sponsor de Renault depuis genre 4 ans, c'est incroyable. Sur la 521, il était déjà là, Yahoo. Même endroit. Je savais pas qu'ils avaient encore de l'argent, eux. Donc chez Renault, c'est prodigieux. Alta Vista va peut-être faire un retour. CompuServe aussi, j'ai ouï dire. Donc voilà, donc 2 livrées, 3 voitures, parce qu'on a donc une maquette FOM en rose, une maquette FOM en bleu, plus la vraie voiture bleue qui était déjà présente à Barcelone. Donc chez Alpine, on ne sait pas si ça va être rapide, mais en tout cas, on sait faire des maquettes et de la peinture. Ça. Il se dit qu'en plus, apparemment, c'est la voiture rose qui a tourné aussi. En tout cas, il y a eu des images un peu plus amateurs, apparemment, avec la voiture rose qui a tourné, donc je sais pas. Mais en tout cas, alors ils ont amené les 2 parce qu'on a vu la bleue sortir des stands à Barcelone. Ouais. Non, mais c'est pas impossible qu'ils amenaient les 2 de toute façon. Ils doivent avoir 2 châssis de près, j'imagine, mais ils auraient dû acheter la peinture. Ils auraient dû acheter la peinture du CS de Las Vegas de BMW là qui permet de changer de couleur. Oui, c'est tellement plus pratique. Bah ouais. Quelle idée. Après, moi, je pense sincèrement, parce qu'on sait que Sean Bull et notamment fait partie de l'équipe de design, je pense qu'ils doivent juste leur coûter un bras et ils ont dit allez-y, c'est bon, faites-nous 15 livrées, ça va, on va rentrer dans nos frais parce que c'est plus possible. Je pense que BWT a vraiment rallongé pour avoir deux Grands Prix avec sa livrée à lui. Après, moi personnellement, j'ai un peu une opinion pas très populaire là-dessus, mais j'aime vraiment beaucoup cette livrée BWT. Oui, ça choque, oui, il y a moins de couleurs alpines, mais à l'époque où il y avait Alfa Romeo et McLaren qui étaient en livrée Marlboro, tout le monde trouvait ça chouette. Et en fait, ça me choque pas spécialement qu'un sponsor prenne l'intégralité de la carrosserie. Alors oui, c'est sûr que on aimerait bien que la seule voiture française soit bleue, voilà, parce que c'est la couleur alpine, mais je vois pas trop de problème à ce qu'un commanditaire finalement prenne la livrée. J'ai un peu plus de mal avec les casques, bizarrement, je trouve que c'est un peu plus personnel pour le pilote et je trouve que c'est dommage de le faire aussi. Mais déjà, je trouve que la livrée est plutôt bien intégrée. Et avec le bleu, et puis ouais, ça me choque pas spécialement. Après, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le bleu un peu plus électrique, donc ça me va très bien aussi. Mais ouais, moi, j'ai pas de problème à me dire que les Alpines seront roses pendant 2 ou 3 ou 4 courses, quoi. Sur cette vue-là, quand même, on sent qu'ils ont eu le brief super tard, parce que le Castrol, Ouais, le Castrol est dégueulasse. Ils pouvaient pas le mettre sur fond rose, non, ta Castrol, ils sont venus dire non, on a payé pour une Alpine bleue, elle sera bleue. C'est plus possible, quoi. Et pourtant, on avait vu circuler des beaux concepts faits par des amateurs sur les réseaux sociaux qui étaient plus jolis que ça, en tout cas. Avec je pense notamment une version bleue sur les trois premiers quarts de la voiture et juste rose sur l'arrière, un peu donc par rapport à la livrée de l'année dernière, donc qui était reprise et qui était, je trouve, beaucoup plus harmonieuse. Bon après voilà, Sean Bull est un designer renommé sur les livrées. Il avait commencé en tant qu'amateur, voilà, de très 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 bon designer graphiste. Il a été embauché donc par Renault, donc il est devenu Alpine depuis. Je m'attendais à mieux. Ouais, franchement, je suis pas totalement d'accord avec Manu là-dessus. Voilà, de temps en temps, il faut qu'on soit un petit peu pas en accord. Donc là, cette livrée rose, moi, ça me va pas. En tout cas, de face, quand je la vois de face, j'ai un peu de mal. De côté comme ça, le bleu, oui, pourquoi pas. Mais alors de face, j'ai vraiment mal, quoi. En fait, je pense que
Vas-y, Manu. Je pense qu'il y a le directeur commercial en fait, de chez BWT qui est arrivé à côté de Sean Bull. Il lui a posé un papier où c'était une espèce de brief, c'était marqué il faut qu'elle soit rose, on lâche 30 millions. Et en fait, du coup, c'était la seule contrainte, à mon avis. Parce que c'est vrai qu'après, En il n'y fait, a pas trop de. Il n'y a pas beaucoup plus de recherche que ça. Quoi. je pense vraiment, ça a été fait au dernier moment parce que le Castrol sur l'aileron arrière est sur un fond bleu, pas très. Mais le Castrol sur le capot moteur est sur fond rose. Ouais. Donc ils peuvent pas dire ah mais vous savez on n'avait pas le droit de mettre toute la dérive arrière en rose parce que non. Donc je ne comprends pas ce petit liseré bleu. Je ne sais pas. C'est compliqué. T'en penses quoi toi, Paul? Non, moi pareil, j'ai pas très bien réagi en voyant la livrée toute rose au départ. C'est vrai qu'on a eu cette espèce de latence d'environ 10 minutes où on a d'abord eu que les images de la voiture rose, avant d'ensuite avoir, on va dire, de mon côté en tout cas, et de sûrement beaucoup de gens, un ouf de soulagement en voyant que la livrée définitive, du moins celle qui serait utilisée le plus souvent, ressemblerait plus à celle de l'année dernière. Comment dire, quand on a su que BWT deviendrait sponsor titre, je crois qu'il n'y avait aucun suspense sur le fait que la voiture, elle aurait beaucoup de rose. Et c'est vrai que moi, je m'étais fait un peu deux scénarios dans ma tête. Le meilleur scénario, c'est marqué juste sur les pontons de la voiture et sur l'aileron arrière. Le pire scénario, c'est ils ont rajouté 10 millions dans le contrat et la voiture est intégralement rose. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé dommage, en fait, dans ces 10 minutes où on ne savait pas encore, c'est qu'ils sont arrivés l'année dernière en F1 Alpine avec une livrée très forte, avec une identité vraiment, vraiment très forte, qui était extrêmement réussie. Et je m'étais dit, c'est bien, ils ont une livrée peut-être pour les 10 prochaines années avec ça, avec ce dégradé de drapeau français et britannique à la fois, puisque c'est ça le fameux mélange des couleurs, ça représente à la fois le drapeau français et britannique. Et je trouvais ça dommage, en fait, après une saison seulement, de déjà s'en passer. En voyant la livrée définitive, c'est vrai qu'on est un petit peu rassuré. Il y a beaucoup de rose, mais l'identité de la voiture reste le bleu. Voilà, bon, le fait que ce soit une livrée temporaire, alors 2 courses, effectivement, plus une à ce rythme-là, puisque il va y avoir beaucoup d'excuses, à mon avis, pour la réutiliser. Mais au moins, Alpine a le mérite de garder sa couleur, on va dire, identitaire. Et je trouvais ça vraiment dommage de la cacher à ce point-là derrière le rose. Bah c'est ça. Et, alors, en fait, le truc, parce que vous savez, bon, voilà, on va pas se le cacher, il y a une partie de moi qui veut croire à Elle Plane, hein, qui n'en peut plus, et qu'elle donc. J'allais on sent quand même le truc pas dire. Puis ensuite, tu commences à avoir les premières infos avec Laurent Rossi qui. Enfin, les bruits de couloir qui disent ouais, mais Laurent Rossi, il veut la performance à tout prix, vous allez voir. Elle va faire 3 courses, la voiture. Elle est à chaque fois dans les 2 premières places, mais alors, elle va en faire que 3. ils ont rien à foutre de la finalité. Donc déjà, tu commences à te dire Elle Plane, il est compliqué. Et puis tu les entends à la présentation, et c'est clairement pas une présentation qui respirait la confiance, on va pas se le cacher. On les voyait quand même très sur la réserve, et Laurent Rossi qui rappelait cet objectif de 100 courses avant d'aller jouer le titre. Et puis, là, le livret rose est apparu, donc il y a un énervement pas possible. Et les pilotes sont ensuite apparus sur la scène. Et là, je suis désolé. Mais les Power Rangers, là, c'est pas possible. Enfin, bah là, et c'est même pas le rose qui pose problème, je vous promets. Hein. Moi, le rose, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment jolie. Mais le bleu qu'ils ont choisi pour les combis. Le bleu, c'est terrible. L'intégration, elle est horrible. C'est la pire intégration. T'as des espèces de bouts de manche avec une espèce de forme triangulaire. T'as le truc sur le torse. Ça n'a aucun sens. Il y a pas de. On dirait les pires heures de Renault en bleu et jaune, quoi. Ah, mais 100 fois pire, parce que le bleu ciel, au moins, te permettait d'être un peu. Voilà, bon, il y avait les salopettes qu'on vous a montré la semaine dernière, mais là, ce bleu-là, qui est le bleu, c'est de base de Photoshop, t'as l'impression. Enfin, c'est un truc qui va ressortir très fort. Hervé Ranicross qui dit c'est des bouteilles Evian. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est vraiment. En tout cas, pendant les 20 premières minutes où il n'y a eu que les photos de la voiture en rose, les réactions anti-livrée ont été unanimes quand même. Hein. Je veux dire que sur ces 2 premiers Grands Prix, la livrée de la voiture ne sera pas très populaire. Donc, ça défendrait. Je rejoins Manu sur le fait, elle est jolie la rose. Elle est jolie. Enfin, la voiture rose. Parce que la on rose, ne voudra pas, Franck, que je glisserai des magnifiques Alpines, superbes Alpines dans les résumés de séance. L'incroyable Alpine rose, vraiment. Non, mais tu sais que je te bride pas. Hein. Tu écris toujours les conneries que tu veux. Hein. c'est franchement, la voiture en soi, regardez, enfin, je la trouve belle en rose, il n'y a pas de souci. Mais c'est en fait, on nous a pas prévenu, quoi. C'est une Alpine et pouf, elle est rose d'un coup, tu te fous. Et encore une fois, le problème, c'est l'identité. À l'époque où c'était Force India, bon, déjà, c'était un gros changement pour eux. Puis après, Racing Point, ils n'avaient pas d'histoire en Formule 1. Donc, le fait qu'ils aient une livrée rose. Non, mais c'est. Alors,
Vas-y, définitivement. Je voulais juste dire que ce qui est dommage pour Alpine, qui est quand même un constructeur et qui, comme je l'ai dit, arrive avec une livrée sensationnelle l'année dernière, c'est que là, ça fait pas. C'est pas le fait que ce soit rose, ça fait pas voiture de constructeur potentiellement championne du monde. On n'imagine pas une seule seconde la Mercedes, bon la Ferrari j'en parle même pas, elle sera toujours rouge, mais ou même une Red Bull avec je sais pas, une livrée entièrement rose. Excusez-moi juste, Paul, de te couper. Est-ce que quelqu'un est en train de jouer avec un livre? Parce que ça fait un bon camp. J'entends le bruit, mais c'est oui. pareil. Toutes mes excuses, Franck. Ça y est, il est stressé. On parle de l'Alpine Rose, il n'en peut plus. Il doit se détendre. Vas-y, Paul. Non, et en soi, qu'elle soit pas moche, c'est vrai, elle est pas vilaine, mais encore une fois, on parle d'une équipe constructeur, une équipe entre guillemets d'usine, Alpine, qui à terme est censée quand même jouer les premiers rôles en F1, et je trouvais ça dommage de cacher l'identité de la voiture derrière 90%. Ouais, sur cette photo, c'est 95% de la monoplace qui est recouverte de sponsors. Donc bon, c'est pas moche, mais c'est pas. Si vous êtes fan d'Alpine ou d'un des deux pilotes, c'est vrai que c'est pas la couleur qui met le plus en valeur, quoi. Non, mais moi je dis à un moment BWT crée sa propre équipe, quoi, parce que là, c'est plus possible, quoi. Et qu'elle soit C'est rouge. ça, en fait. Et c'est vrai que de se dire qu'on voyait une Alpine, moi j'avais pas l'impression de voir une Alpine. Non, c'est pas une Alpine. Je voulais une Alpine bleue. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est vrai que c'était pas. Encore une fois, l'identité, c'est ultra important. Et là, c'est peut-être beaucoup, quoi. Ah, il y a le point J du coup que tu es content sur le chat, non? Parce que le point J est en rose. C'est très vrai ce que tu dis parce que Racing Point n'avait pas d'histoire quand ils ont entamé en rose, mais en plus il y avait le bleu de Sport Pesar et qui n'était pas beau non plus. Et Force India avait cassé son identité au moment où ils sont arrivés en rose, enfin où BWT est arrivé. Il n'y avait plus vraiment d'identité parce qu'au départ ils étaient aux couleurs de l'Inde. Et à partir de 2015, je crois, ils se sont mis à l'espèce de gris, noir, orange, qui n'avait vraiment pas trop de sens et absolument aucune âme en fait. Et je pense qu'effectivement, ça a permis de leur donner un peu de couleur qui manquait. Et c'est vrai qu'Alpine avait déjà des couleurs, donc c'est peut-être sûrement ça qui a fait le tollé qu'on a vu hier dans les réactions. Mais c'est vrai que je peux comprendre effectivement cette trahison entre guillemets d'identité. Ouais. Oups, pardon, je me suis trompé de voiture, excusez-moi. Putain, le bleu était encore pire, quoi. Je croyais que c'était l'Alpine à Barcelone hier. Non, mais c'est. Voilà, après, on n'a pas encore parlé de la voiture, de son concept. Mais de toute façon, honnêtement, vu les déclarations, moi, je m'attends pas à ce qu'elle révolutionne la piste et que voilà, elles soient incroyables. Et je pense qu'on sera malheureusement encore dans une saison de transition. Le problème, c'est est-ce que Alpine n'aura pas. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans une saison entre guillemets à moitié alors qu'on débute la nouvelle réglementation? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué par la suite? Après, ils ont nouveau moteur, nouveau châssis, et en fait, ils expliquaient hier que justement, le travail a débuté en 2019, et en fait, ils ont d'abord développé le moteur selon le règlement technique de 2021 au départ, qui est maintenant 2022, et c'est pour ça justement qu'ils ont fait 2 saisons avec la même voiture et que le moteur était vraiment vieillissant, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas intégrer le nouveau moteur dans l'ancienne voiture, tellement le nouveau moteur était fait pour aller dans l'Alpine à 522. Donc, j'ai quand même bon espoir que la voiture soit, à défaut d'être très performante ou d'avoir même une bonne vitesse d'évolution, parce que mine de rien, ils seront seuls à développer, ils n'auront pas d'équipe client pour comprendre et avoir plus de retours de données. J'ai quand même bon espoir que la voiture soit hyper homogène en termes de solutions techniques et de packaging et d'équilibre, en fait, parce que vraiment, pour le coup, alors tous les constructeurs, forcément, ont refait un moteur, mais fatalement, eux, en tant que constructeurs, ils ont vraiment pu bosser. Et puis, encore une fois, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils ne faisaient pas grand-chose sur la voiture qui roulait en piste pour justement se concentrer sur les nouvelles voitures. Donc, je ne dirais pas que ça ne va probablement pas faire des victoires et des championnats, mais pour moi, je ne les vois pas beaucoup moins bien qu'ils étaient l'an dernier. Sur cette photo, donc tout à gauche, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Fernando Alonso. Après, vous avez Otmar Zafnauer, qui franchement, un jour, si on apprend qu'il est retenu en otage par Laurent Rossi, moi je serais pas surpris quand je vois sa tête depuis qu'il a été annoncé. Luca De Meo, Laurent Rossi. Et le monsieur à la casquette rose, c'est le patron de BWT. Il est passé de rose sur la photo. Il est venu avec une dégaine, c'est assez incroyable, mais bravo à lui. Et les Illuminati derrière, donc. Bien évidemment, tout est très Du coup, c'est David Ebrivio qui prend la photo? Je pense, oui, je crois, c'est plus possible. C'est cette personne que personne veut sur les photos, du coup, va prendre la photo, vas-y. Mais non, il est tout en haut de la pyramide, là, il regarde là-haut.
Il était chargé de l'animation, pardon. C'était le DJ après, quand ils ont fait leur présentation avec les danseurs, tout ça. C'était... Juste pour en revenir juste au moteur Renault, là, tant qu'on y est, qu'on n'oublie pas, c'est que Alain Prost, en claquant entre guillemets la porte derrière lui, a quand même dit que le moteur Renault en préparation avait quand même des sacrés soucis de fiabilité. Laurent Rossi n'a pas nié qu'il y avait effectivement des soucis de fiabilité, mais il voulait plutôt un moteur très performant, au moins assez performant pour les rattraper les meilleurs. Et parce que dans la période de gel des moteurs qui arrive à partir du 1er mars, il est toujours possible de fiabiliser les moteurs, donc il est quand même plus facile de fiabiliser un moteur performant que de trouver de la performance sur un moteur fiable. Donc moi je suis un peu étonné qu'au bout de 2 ans de développement, on n'ait pas un moteur à la fois et performant et fiable. Ça effectivement c'est un point d'interrogation sur lequel il faudra qu'on ait des réponses assez rapidement dans le cours de la saison, mais je pense qu'au bout de quelques grands prix, on saura rapidement si le moteur Renault cassera comme du verre comme en 2014 ou si au contraire c'était un petit peu... fallait pas trop s'alarmer non plus. Mais voilà, il y a quand même cette petite inconnue moteur. Voilà, Prost l'avait évoqué, Rossi ne l'a pas nié. Donc voilà, encore une petite ombre en plus sur l'équipe Alpine donc pour ce début de saison. À voir effectivement la voiture, je suis pas certain que la voiture qu'on a vue en photo hier, je parle de la vraie voiture, pas des maquettes, soit celle qu'on ait vue, celle qu'on verra demain à Barcelone, parce que Alpine a diffusé une première vidéo ce soir du check-down qu'ils ont fait à Barcelone avec Alonso et on ne voit strictement rien de l'avant et de l'arrière de la voiture. Donc possible que les images qui ont été diffusées hier soient pas les vraies images des vrais ailerons qu'on verra demain en piste. Donc voilà, attendons de voir la surprise entre guillemets que peut créer Alpine, aussi bien bonne que mauvaise, et j'espère qu'elle sera plutôt bonne pour les fans français. On va espérer quand même, ce serait chouette pour la France en F1 d'avoir Esteban Ocon et Fernando Alonso au sommet de la hiérarchie. On espère que ça se passera bien pour cette équipe, et puis si ça ne se passe pas bien, elles seront jolies les voitures. Choisissez un rose ou bleu, vous choisissez laquelle vous préférez, moi il n'y a pas de souci. Fais un sondage. Bah oui, bah attendez, mais quelle bonne idée, ça va faire de l'engagement sur Twitch, c'est merveilleux, voilà, vous allez pouvoir voter. Alors non, ne votez pas pour une poche à douille cette fois-ci, ça c'est dans Racing Café. Question plutôt Alpine, rose ou bleu. Donc réponse 1, rose, réponse 2, bleu, réponse 3, la verte avec Castrol l'an dernier. Ah non, elle était pas terrible. Réponse 4, Obi-Wan Kenobi. Réponse 4, la réponse D. Voilà les amis, vous pouvez voter dans le chat, vous avez 2 minutes pour votationner, voilà, on verra si vous préférez l'Alpine en rose ou en bleu. Je me permets de voter pour la rose parce que je sens que ça va pas avoir beaucoup de succès. Voilà, pour l'aider un petit peu. On rappelle, c'est bien, quand on dit depuis l'heure, c'est la rose en 2 mots, hein, c'est pas la rose, celle qui était orange en 2000. Non, ça n'a rien à voir, voilà, c'est pas du tout pareil. Effectivement, grand sondage qui au moins aura le mérite. On rappelle que le sondage est une photographie à l'instant T, ça ne veut pas dire que ça avait été vrai. 83% d'entre vous, hein, pour l'instant. Ça sent la douille quand même là. On note que la verte avec Castrol a autant de succès que la rose, mais bon. Ouais, Manu a quelques copains bolcheviques apparemment. J'aurais pas dit rouge, mais bon. Bien sûr, pas de voiture. C'est pour ça que Manu adore la Ferrari, bien évidemment, vous n'êtes pas sans le savoir. C'est bien normal, le Bolchevique Café continuera ça a son petit bonhomme de chemin. Mais vraiment, voilà, les amis, cette Alpine, on va voir. On l'a vraiment pas vu en piste quand elle a roulé aujourd'hui. Côté Barcelone, parce que bon, on nous montrait le halo et le cockpit, super, mais ça c'est quasiment standard pour tout le monde, là, c'est pas vraiment différent. Donc il ne reste plus qu'à découvrir la livrée de l'Alfa Romeo qu'on verra le 27, hein, si je ne dis pas de bêtises, dans 5 jours. Cette présentation Alfa Romeo, on verra la voiture évidemment demain du côté de Barcelone, mais certainement avec sa livrée au camouflage qu'elle a montré du côté de Fiorano. Mais ça y est, messieurs, enfin, les essais de Barcelone vont plus ou moins débuter demain. Ça dépend de qui vont parler. Oui, Manu? Non, je tenais juste à rajouter aussi que l'AlphaTauri est vraiment ce qu'on en a vu aujourd'hui. Ils nous avaient bien, eux aussi nous ont bien endormis sur les ailerons et puis sur quelques formes en particulier. On garde la même forme de ponton et de capot moteur qu'on avait vu, donc avec des pontons vachement plongeants vers l'arrière et un capot très sculpté autour du moteur. Mais par contre, effectivement, l'aileron avant est bien plus différent et surtout, c'est encore une solution vraiment complètement unique avec une espèce de quille un peu en dessous d'un museau qui remonte. Et l'aileron arrière qui, lui, est beaucoup plus plat que certaines voitures aussi, mais avec un flap supérieur pour le DRS qui, au contraire, est vachement incurvé. Donc, ça promet, encore une fois, des solutions différentes. Et eux, ils ont fait le choix d'avoir des suspensions push-rod à l'avant et à l'arrière, ce qui est la seule autre équipe à cette configuration-là, c'est Alfa Romeo. Donc,
Ça change aussi. J'ajouterais que la galerie complète des photos est sur nextgenauto.com depuis tout à l'heure. Et aussi que, juste avant de passer sur les essais de demain, c'est qu'on a vu une seule photo de la Red Bull RB18 qui a à peu près net, qui a filtré effectivement, et c'est la seule équipe avec McLaren qui a choisi des suspensions à tirant à l'avant. Donc c'est la seule confirmation qu'on a pour l'instant de cette Red Bull RB18. On découvrira donc tous en piste demain matin à 9h, à moins qu'ils trouvent encore un moyen de la cacher. Faire rouler dans une boîte en carton, je ne sais pas. Ou sans aileron avant, puisqu'ils savent faire apparemment aussi. Donc. Elle roulera mais avec les AlphaTauri autour. C'est ça, voilà. Il y aura peut-être un système pour la planquer. Ou Adrien Newey assis sur un côté de l'aileron, et Christian Horner sur l'autre, avec un numéro 1. Voilà, en passant devant le garage Mercedes. Je sais pas. Ils trouveront un truc, quoi. Façon Mr Bean sur sa Mini. Bon, sans surprise, à 79%, vous préférez l'Alpine bleue. Bah oui, bon, c'est déjà bien. Hein. C'est bien. La rose a eu 5 votes, ce qui est autant que la verte avec Castrol, donc bravo. Il est vrai que vous avez quand même apprécié l'an dernier l'Alpine verte, qui est terminée sur un podium, on rappelle, hein, au Grand Prix du Qatar. Cette voiture. Alpine qui a gagné, hein, bien évidemment, le Grand Prix de Hongrie aussi, donc il va falloir essayer quand même de rester, à mon avis, plutôt vers le sommet du classement, mais on aura, un tout petit début d'éléments de réponse demain matin et demain après-midi, puisque les premiers essais de la saison vont avoir lieu, les essais donc très privés, là pour le coup, de Barcelone. Il y aura des médias, il y aura des chronos, il y aura des photos, il y aura des débriefs, il n'y aura juste pas de fans, ça c'est le petit côté négatif, c'est qu'il y aura, ce sera un test à huis clos en termes de spectateurs au bord de la piste, alors que pourtant on vous en a souvent parlé, mais c'est vrai que si vous voulez découvrir la F1 en vrai, cette Barcelone, il y a quand même rien de mieux, parce que ça roule 8 heures par jour pendant 3 jours. Bon là malheureusement, on ne pourra pas les voir, on pourra les suivre messieurs évidemment sur Next Gen Auto, ça ce sera la très bonne nouvelle, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces premiers essais ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant que les équipes n'ont fait que 100 km avec ces voitures-là, il va quand même falloir les déverminer assez sérieusement. Il y a 2 choses à attendre. Il faut à la fois vérifier que toutes les voitures fonctionnent correctement sur de plus grandes distances que 100 km. Parce que voilà, pour l'instant, ils n'ont pas pu faire au maximum que 100 km. Donc ça va être le premier enjeu. Et l'autre côté, c'est qu'il faut récolter un maximum de données sur la configuration aérodynamique qu'on a choisie pour ce lancement. C'est-à-dire qu'ils vont devoir alterner entre le maximum de roulage d'un côté et le maximum de vérification technique de l'autre. Ça va pas être évident à concilier en termes de programme, puisqu'on rappelle que les équipes ne peuvent faire tourner qu'une seule voiture par jour. Il n'y a pas possibilité de mettre 2 voitures en piste, donc pas possibilité d'avoir 2 programmes en parallèle. Donc ça va être compliqué. La fiabilité des moteurs aussi, puisque tous les moteurs ont quand même changé cette année. Donc à part peut-être le Honda qui doit être assez proche de l'année dernière, mais juste adapté à l'E10. Je pense que ça doit être celui qui a le moins évolué, puisque Honda a précipité l'arrivée de son moteur 2022 en 2021, sachant qu'ils allaient quitter la F1 officiellement. Par contre, le Mercedes, le Renault, le Ferrari sont entièrement nouveaux. Donc il y a énormément de choses à checker du côté des équipes. Je ne suis pas certain qu'on voit du 150 tours par jour dès demain. Ce qui était devenu la norme à peu près sur ces dernières années. Effectivement, vous pouvez voir des voitures tourner entre 100 et 150 tours par jour dès la première journée. Donc voilà, beaucoup de choses à vérifier, l'intégration, beaucoup de sondes de pitot. Demain, je pense que vous allez voir des F1 qui sont truffés de grilles de collecte de données aérodynamiques, que ce soit à l'avant, à l'arrière, au niveau sortie de diffuseur, sortie du tunnel, sortie d'aileron avant. Ça va être un beau patchwork de sondes de pitot placées un peu partout. Et voilà, ça va être très 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 intense parce qu'en plus Barcelone est un circuit qui est plus représentatif que Bahreïn en termes d'appui aérodynamique, donc il faut vraiment récolter un maximum de données. Donc autant dire que ceux qui seront le plus fiables d'entrée de jeu auront un bel avantage pour la récolte de données et la suite des événements. Voilà, il y a Svansel qui dit vivement le retour du Floviz. McLaren on a fait une livrée. Donc, à voir pour les autres. SK qui nous demande, tiens, bonjour, côté moteur, ils ont pu faire des kilomètres sur les bancs. Donc oui, effectivement, il y a peut-être moins d'interrogation au niveau des moteurs. Mais après, un bon moteur ne réplique pas totalement toutes les bosses, tous les refroidissement, intégration. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le packaging de la voiture qui va jouer, puisque du coup, le moteur est soumis à beaucoup plus de contraintes dans une voiture que sur un banc. Ils ont beau, alors sur les bancs, ils le font tourner au maximum, ils essaient vraiment de produire le plus de difficultés pour le moteur avec des variations de régime, avec ce genre de choses, mais
le vrai verdict, c'est la piste. Et puis, en fait, ouais, ça peut être aussi dans les composants un peu externes, des vibrations que le moteur n'encaisse pas. On se rappelle que, justement, je voyais tout à l'heure Bruno dans le chat qui demandait est-ce que c'est arrivé qu'une voiture tourne mal pendant un shakedown. En 2017, McLaren s'est rendu compte que sa voiture vibrait trop. Donc, ils ont déjà annulé le shakedown parce qu'il y avait des problèmes d'assemblage du fond plat et tout ça. Et au moment de faire le shakedown, donc c'est-à-dire au début des essais privés, ils se sont rendu compte que le moteur vibrait trop. Et ils ont dû passer une journée à corriger en fait l'intégration du moteur en fixant mieux le moteur dans la voiture pour pas qu'il y ait autant de vibrations, parce que sinon le moteur ne tenait pas. Donc il y a ce genre de risque qui arrive maintenant. Plus ça va, plus les outils sont développés, donc moins il y a de risque en fait de voir ce genre de problème se produire. Mais c'est pas exclure, et c'est vrai que, comme tu disais Franck, il y a la possibilité qu'on voit beaucoup moins de tours faits. Il va aussi falloir que les équipes voient, mine de rien, comment les suspensions encaissent les nouveaux pneus, parce qu'il y aura beaucoup plus de rigidité sur les voitures. Il y aura donc c'est pareil, les vibreurs sont moins bien encaissés par les voitures. Et je pense que les équipes vont faire énormément de rentrées au stand sur des runs courts pour justement vérifier le moteur, vérifier les suspensions, voir un peu comment la voiture se comporte et voir comment la voiture encaisse, parce que c'est pas impossible qu'il y ait des suspensions qui vivent mal le truc, qu'il y ait un petit peu de casse, ou en tout cas de début de casse. Donc voilà, il est possible qu'effectivement on ait pas mal de choses là-dessus. C'est vrai que l'intégration l'exploitation des roues de 18 pouces, et là je parle pas des pneus, je parle vraiment des roues dans l'ensemble, va énormément impacter le travail des équipes sur les 3 premiers jours au moins, et très probablement aussi à Bahreïn. On a Tarzan Torte qui nous demande comment les pilotes encaissent-ils la plus grande rigidité, Paul. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Ça va être c'est ce qui s'annonce. Ça va être plus compliqué pour les pilotes dans les voitures. Ça va être plus sportif pour eux. Alors pas dans le sens où elles vont être plus difficiles à piloter, mais on va plus sentir les bosses, les vibreurs, ce genre de choses. Comme d'habitude en Formule 1, je pense que les meilleurs, ce seront ceux qui s'adapteront le plus vite. On a toujours cette réflexion lorsqu'un règlement change en Formule 1, qui sera le mieux s'adapter. On se rend compte que c'est souvent les mêmes en fait, c'est-à-dire ceux qui sont, généralement quand on a des pilotes qui sont à l'aise dans telle ère d'un règlement, ils sont généralement très performants dans la suivante aussi, parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation et peut-être aussi un talent un peu supérieur à la moyenne. Juste pour revenir à ce que tu disais, Franck, tu évoquais les moteurs. On peut aussi rappeler qu'à partir du 1er mars, donc on a un gel des moteurs et des boîtes de vitesse. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que les motoristes prennent énormément de risques, puisque les moteurs qui vont équiper les Formule 1 cette année, en théorie, devront couvrir jusqu'à la saison 2026. Sauf s'il y a d'énormes problèmes de fiabilité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite modification à ce niveau-là, mais d'un point de vue purement performance, les moteurs vont être gelés. Donc c'est vrai que c'est le moment ou jamais pour les motoristes de prendre des risques, en espérant pour eux que ce soit contrôlé pendant les essais. Et j'allais juste ajouter, ces premiers essais, il y a tellement de nouveautés, il y aura tellement d'essais, il y aura tellement de choses à tester qu'on n'aura pas une réponse claire, évidemment, sur la hiérarchie à venir pour la saison. Par contre, on aura peut-être une première indication sur qui sera en retard et qui a fait des mauvais choix. On peut imaginer qu'une équipe qui roulera très peu à Barcelone, elle peut prendre un retard très conséquent. Avant les prochains essais de Bahreïn. On a seulement 6 jours en tout et c'est vraiment pas le moment de se rater. Donc on ne saura pas qui a créé la meilleure voiture, mais on saura peut-être qui a créé la mauvaise. On aura déjà peut-être un premier aperçu après Barcelone. Ouais, c'est aussi un peu la question d'SK, effectivement. Est-ce qu'une équipe peut masquer son jeu avec si peu d'essais, 6 jours? Encore, on rappelle que techniquement c'est 3 jours. Bon, les gentils, ça fait 3 jours de shakedown. C'est pour moi, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Est-ce qu'on peut cacher son jeu? On peut cacher son jeu au chrono. Je crois que ce qu'on ne peut pas cacher, c'est le fait d'avoir une voiture fiable. Admettons, si Mercedes a une voiture très performante, peut-être qu'ils seront à 3 secondes du meilleur temps parce qu'ils ne seront absolument pas en recherche de performance. Par contre, s'ils ont couvert que 50 tours et que Ferrari en couvre 150, là, on pourra commencer à dire, en effet, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur telle ou telle monoplace. En termes de performance, je m'attends plus que jamais à ce que ce ne soit pas révélateur Barcelone, mais que niveau fiabilité, on ait des enseignements. Ça, oui, par contre. Il y a tellement à vérifier, il y a tellement de choses à vérifier, comme disait Manu, j'en parlais aussi à Barcelone en termes de paramètres, que ce soit intégration moteur, que ce soit rigidité suspension, que ce soit roue, que ce soit nouveau système aussi hydraulique, électrique, tout a été repensé. Voilà, les Formule 1 ne sont plus conçus de la même façon. Tout a été revu. Il y a tellement de choses à vérifier que la performance sera vraiment, pour une fois, pas du tout le souci prioritaire des équipes. Ce sera effectivement plutôt des runs même à allure constante pour essayer de vérifier les flux d'air en réel par rapport à la soufflerie, ce genre de choses. Et je voulais juste aussi rebondir sur la question des suspensions, à savoir si les voitures seront plus rigides. Non seulement elles seront plus rigides par rapport aux pneus, qui sont effectivement avec des flancs plus raides, mais elles seront aussi plus rigides parce qu'elles sont conçues pour fonctionner au plus près du sol. Contrairement au concept qu'avait introduit Adrian Newey, donc de voitures piquées vers l'avant, on avait des suspensions qui étaient
assez, je vais pas dire souple, mais avec un plus grand débattement, notamment à l'arrière, qui permettait à la voiture de s'asseoir avec la vitesse et d'aller chercher de l'appui. Ces F1-là, elles sont conçues pour évoluer le plus proche possible du sol, moyennant comme qu'il reste le fond plat en bois au milieu pour, voilà, pour limiter un peu le... On retrouve pas les Formule 1 du début des années 90. Donc en fait, les mouvements de suspension seront encore beaucoup plus limités que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Donc en termes de rigidité pour les pilotes, ça va faire un gros changement. D'ailleurs, Lando Norris s'inquiétait du fait que sur beaucoup de circuits, il y a des vibreurs assez agressifs. Passer avec ces F1 là sur ces vibreurs très agressifs, ça sera plus du tout la même chose que les voitures des années précédentes. Si vous regardez les photos en piste qu'on a déjà, donc des checkdowns, vous voyez que les fonds plats sont vraiment beaucoup plus proches du sol. Donc là aussi, ça va demander de l'adaptation et du travail supplémentaire côté pilotage, là pour le coup, et aussi voilà côté, voilà, il va falloir encaisser effectivement des forces certainement supérieures au niveau du dos pour les pilotes, quoi. Ça, passer sur un vibreur saucisse avec ces F1 là, ça va être compliqué. Oui. C'est ce qu'il disait. Il disait de toute façon, c'était vachement moins confortable comme voiture. En fait, il retrouve un peu ce côté hyper tape-cul des anciennes voitures. Et puis, l'autre paramètre important pour les pilotes, c'est la visibilité. On en parlait la semaine dernière. Ça a été confirmé par des pilotes qui ont fait le shakedown cette semaine. La visibilité est vraiment réduite, avec des roues qui sont 6 cm plus hautes que les anciennes. Donc, forcément, il y aura moins de précision de la part des pilotes ou en tout cas, de visibilité aussi sur le positionnement des voitures autour d'eux et sur le positionnement de leur voiture sur la trajectoire. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs de fait pour ça, notamment sur les circuits urbains. On nous demande si les équipes vont continuer à cacher, c'est Clovis qui nous demande à cacher certaines de leurs trouvailles à Barcelone pour ne les dévoiler qu'à Bahreïn. Ou est-ce que c'est plus judicieux de faire rouler la vraie voiture avec toutes les innovations? C'est vrai que c'est deux choix qui se comprennent. Ouais. Il y a déjà des évolutions prévues. Les équipes ont un plan de développement hyper agressif, donc elles arrivent avec une voiture A à Barcelone. Ça permet de rouler, ça permet de tester les systèmes, ce qui est en place et tout ça. Mais il y a déjà des évolutions qui sont prévues pour Bahreïn, quoi qu'il arrive, parce qu'ils n'auront pas le temps de faire les essais de Barcelone, rentrer, analyser les données, développer les pièces et les produire. Donc il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils développent la voiture quoi qu'il arrive. En fait, les pièces qui viendront des premiers développements, qui viendront en conséquence des premiers essais, en tout cas, arriveront probablement autour de la deuxième ou troisième course, si ce n'est un peu plus tard, parce qu'il faut quand même le temps de développer la voiture. Donc, il ne faut pas exclure aussi que, je crois que c'est Matt Harman qui évoquait 10 à 11 solutions possibles, différentes. Matt Harman, le directeur technique de Alpine. Donc des choses qu'eux avaient exploitées, d'autres qu'ils n'ont pas exploitées. Donc je ne serais pas étonné de voir aussi qu'on teste effectivement une voiture A à Barcelone, une voiture B un peu différente, avec un autre concept un peu différent, enfin dans la limite de ce qu'on peut modifier avec ces monoplaces-là, pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Si une équipe hésite entre deux solutions, ce ne serait pas impossible de voir deux concepts différents testés, au moins en termes d'aileron, de fond plat et de carrosserie. Non, excuse-moi, Franck, tu as mal compris ce qu'a dit Matterman. En fait, c'est 11 voitures, c'est 11 livrées différentes, et les 11 voitures différentes auront toutes une livrée spéciale par l'équipe de design d'Alpine. Voilà. Pourcentage différent de rose à chaque fois. Voilà, il y aura des roses et bleus, des bleus et roses, des bleus et des bloses. Voilà. Blouge. En France, il y aura une voiture toute bleue pour le plaisir des fans. Voilà. Mais par contre, il y aura un énorme logo BWT partout. En fait, la voiture sera un logo BWT, puisque le logo est... c'est le seul petit souci. Mais en tout cas, c'est vrai je pense qu'on va être d'accord sur une chose, c'est ça fait quelques années qu'on n'a pas autant eu d'attente et d'impatience de voir ces essais, parce que voilà, c'est le saut vers l'inconnu. Nous, on n'a plus vraiment connu ça depuis 2014, hein, c'est-à-dire parce que 2017, il y avait certains changements au niveau du règlement technique, mais qui étaient beaucoup moins prononcés. 2014, c'était l'arrivée des moteurs hybrides, là, tout avait changé. La donne avait complètement changé. Là, on a hâte de voir ce que ça va donner. On a hâte de lire demain les articles disant « Mais mon Dieu, pourquoi la Haas n'a fait que 2 tours alors que la Mercedes en fait 147 ?» Voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on va décrypter, qu'on va décortiquer, qu'on va pouvoir voir avec un grand intérêt. On en parlera aussi la semaine prochaine dans Grand Prix, bien sûr. Je ne peux pas encore vous dire si c'est lundi ou mardi, mais on en parlera la semaine prochaine. C'est une certitude, bien sûr. On se retrouvera pour en parler. Mais on va terminer cette émission en parlant aussi quand même des autres informations importantes qui ont été données jeudi. C'est-à-dire qu'on vous rappelle de la journée de jeudi. On a eu la présentation Ferrari. 4 minutes plus tard, le président de la FIA a fait « Bonjour ». Nous avons analysé des choses et on a des infos. On a des infos peut-être plus pertinentes que la Ferrari, si ça ne vous dérange pas. Puisque ça y est, Michael Masi n'est plus le directeur de course de la Formule 1. C'est pas quelque chose qui nous a fait véritablement tomber de nos chaises, mais au moins,
c'est désormais officiel. Michael Masi qui est donc remplacé par un binôme composé d'Eduardo Freitas, qui est le directeur de course du championnat du monde d'endurance de WEC, et par Nils Wittich, qui est l'ancien directeur de course du DTM en Allemagne. Un duo qui n'officiera pas ensemble. Ça, il faut le préciser. Ils vont alterner sur les différentes courses. Donc autant vous dire que je crois qu'il y a un Grand Prix qui est prévu le week-end des 24 heures du Mans. Bon, bah, on risque de ne pas y voir Eduardo Freitas, par exemple. Mais voilà, ils vont donc alterner selon les Grands Prix pour éviter justement qu'un directeur de course se retrouve sur 23 Grands Prix et un petit burn-out. En gros, c'est ce qu'on évoquait en fait depuis plusieurs semaines, messieurs, c'est qu'on va redistribuer les tâches de Michael Masi à plusieurs personnes, histoire que chacun puisse se concentrer sur des plus petites choses et puisse justement faire son travail de la meilleure des façons. Les deux directeurs de course seront épaulés par Herbie Blasch, qui lui est dans le paddock de la F1 depuis 45 ans maintenant, hein. On commence à le voir vraiment. Herbie, il avait débuté avec Charlie Whiting, je pense qu'ils étaient chez Brabham, hein, les deux, quand ils étaient au niveau de la technique. À l'ère de Bernie Ecclestone, ça c'est. C'est ça, quand Bernie Ecclestone avait l'équipe, et puis ensuite ils ont rejoint le navire de Bernie Ecclestone, le vaisseau amiral de la F1 sous Bernie Ecclestone et de la FIA, et Herbie Blasch qui justement opérait souvent un petit peu en tant que bras droit, on va dire, de Charlie Whiting. Herbie Blasch, lui, est là pour faire un petit peu justement le tampon entre les équipes et les directeurs de course, et puis pour faire le lien entre les deux directeurs de course aussi, puisque lui sera sur les 23 Grands Prix, et lui fera la saison complète, ce qui devrait permettre d'avoir des peines appliquées, on va dire, de la même façon. Et puis, la dernière annonce, qui était finalement peut-être la plus importante, c'est que donc la F1 va se doter de la VAR, hein, l'assistance vidéo. On aura d'autres personnes, on aura un autre collège des commissaires qui sera présent, lui, en distanciel. On ne sait pas si ce sera au bureau de la FIA ou si ce sera dans un bureau pas loin du circuit. Mais en tout cas, eux, ils pourront analyser de manière peut-être plus reposée les différentes choses et apporter un autre éclairage et une autre vision au commissaire et au directeur de course. Paul, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces différentes annonces? Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Oui, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et avant d'en parler, je voulais juste souligner le fait que ça confirme peut-être que le rôle de directeur de course de la FIA, c'était peut-être trop pour un seul homme. C'est pas pour jeter la pierre sur Masi en particulier. Je pense juste que c'est un rôle très compliqué. Son départ, effectivement, c'est pas très surprenant et je pense que c'est mieux. Avant tout pour lui, sur un plan humain, parce que l'air de rien, on évoquait Nicolas Latifi récemment, notamment sur Next Gen, et les menaces de mort qu'il avait reçues. Masi, c'est pareil, hein. Depuis Abu Dhabi, je pense qu'il n'a pas très bien dormi. Je pense qu'il a reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux et autres plateformes. Donc déjà, on va dire que pour lui, c'est une bonne chose. En plus, il est promis à un autre poste, donc ça c'est bien. Il ne se fait pas virer comme un malpropre, on va dire. C'était déjà assez comme ça. Maintenant, pour la restructuration, c'est peut-être un mal pour un bien, ce qui s'est passé à Abu Dhabi. On s'est peut-être rendu compte que de diviser la tâche sur deux personnes avec à la fois des visions différentes et à la fois la possibilité de ne pas être sur tous les Grands Prix, ça peut leur permettre de garder une certaine fraîcheur dans leur façon d'analyser. Et avec en plus le soutien de Blasch, qui était évidemment l'ancien bras droit de Charlie Whiting. Bon, l'assistance vidéo, j'attends un peu de voir comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, c'est bien. Ça veut dire que la FIA a pris conscience qu'il y avait une restructuration à faire et qu'on l'espère, ça permettra d'avoir des courses avec moins de controverses. Je dis pas plus de controverses parce que la Formule 1 ne serait pas la Formule 1 sans aucune controverse. Mais en tout cas, des controverses qui, disons, n'influeront pas sur le résultat du championnat comme ce fut le cas à Abu Dhabi. Donc voilà, je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Je souhaite bonne chance aux deux nouveaux directeurs. Et puis, laissons la saison s'écouler maintenant pour voir si effectivement le choix était le bon. Je crois qu'il fallait restructurer et surtout enlever le poids des responsabilités des épaules d'un seul homme. C'était trop, tout simplement. Effectivement, alors, on a un post 5 qui lui dit « Mais le DTM, c'est pas là où il y a aussi eu un scandale sur la dernière course ?» Si, mais c'est moins de la faute du directeur de course dans ce cas-là, qu'il n'a rien à voir, parce qu'ici, c'est Nils Wittich qui va donc prendre le rôle, et en DTM en 2021, c'était Nils Wittich. Strictement rien à voir. c'est pas du tout la même personne. Rally 50 qui dit on va peut-être voir David Ebrivio dans la VAR. C'est extraordinaire. C'est lui qui va faire les plans de caméra. Bien évidemment, il va s'occuper. Il va porter les cartes SD. J'ai un peu peur que cette VAR, ça ralentisse un peu le processus de décision quand même. Qui est déjà très rapide. Parce que 23 heures pour vous dire qu'Hamilton est disqualifié des qualifs, ça va. Ouais. Puis même en course, on a quand même déjà des lenteurs. Donc quand tu vois le temps qu'ils mettent des fois à juger un simple incident du premier tour, finalement, surtout avec des pénalités qui tombent aux alentours du 10e tour, j'ai peur
que ça n'aide pas. Alors après, est-ce qu'ils auront un cahier des charges qui fera que, vu qu'il y aura plusieurs personnes qui se pencheront sur le truc, ils leur demanderont d'être plus efficaces avec leur prise de décision? Peut-être, en fait, peut-être qu'ils demanderont quasiment une réponse du tac au tac aux gens qui sont censés faire ça, de manière à avoir une espèce de vote, de vote collégial, en fait, sur les décisions. Mais dans les faits, ça me paraît un peu plus complexe. Bah, disons que en fait, la VAR, pour moi, elle peut quand même être un peu plus rapide parce qu'en fait, si j'ai bien compris, leur rôle, eux, va justement uniquement être d'analyser les incidents qu'on va leur rapporter. C'est-à-dire que les commissaires, eux, doivent toujours garder un œil sur la course. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils puissent avoir vu au moins l'incident. Donc peut-être que comme eux vont juste être focalisés sur l'incident, sans devoir justement avoir une vue extérieure, peut-être que ça va les aider à aller plus vite, je sais pas. Moi, la VAR, j'y vois un intérêt si la FOM est capable de livrer plus d'images en temps réel à la FIA. Parce qu'on a quand même eu cette information, c'était pendant le Grand Prix du Brésil, il me semble, où effectivement on ne peut pas avoir toutes les caméras en même temps diffusées. Enfin, la FIA n'y a pas accès, comme vous et moi quand on regarde le Grand Prix. Les images arrivent après. Donc, le système de VAR, moi je suis totalement pour, il n'y a pas de raison. Plus il y a de possibilités d'avoir d'images et donc de faits et donc de preuves et donc plus de justice possible, moins il y a de contestations et de controverses. Donc pour moi ça ne peut aller que dans le bon sens. Maintenant j'espère que cette annonce est aussi suivie d'effets du côté de la FOM pour livrer des images aussi plus rapidement, au moins à la FIA, pour avoir accès aux images de toutes les caméras embarquées dans tous les sens possibles et imaginables, histoire de effectivement rendre des jugements plus rapides. On parle pas de VAR pour tout ce qui est limite de piste, genre de choses, que ça c'est contrôlé électroniquement. Donc il n'y a pas besoin pour ça d'avoir une caméra pointée sur un vibreur ou sur une ligne blanche. Hein. C'est pas comme en tennis où effectivement on surveille si une balle est dans le cours ou hors du cours avec effectivement une caméra qui vise une ligne en particulier. Là c'est vraiment électronique. Voilà, donc moi la VAR, oui, je suis totalement pour, si la FIA a accès à plus d'images pour effectivement trancher plus vite. Sinon, je vois pas franchement l'intérêt que ça pourrait avoir, ou dans quel cas ça pourrait avoir un intérêt. Par exemple, dans le cas d'Abu Dhabi, ça n'aurait eu aucun intérêt. La décision qui va aider pour le cas d'Abu Dhabi, c'est que le directeur de course qui sera en fonction à ce Grand Prix-là n'aura plus les directeurs sportifs ou les directeurs d'équipe dans les oreilles, en train de lui demander constamment. Alors moi j'ai pas compris ça. Moi j'ai compris qu'il pouvait toujours communiquer avec le directeur de course directement comme ça, mais juste qu'on ne le verra pas à la télé. Mais il y aura un tampon. Oui, il y aura un intermédiaire après. Il y a un intermédiaire qui pourrait justement Hervé Blache, justement, je pense. D'accord. Ça pourrait être effectivement pas mal. Lui pour le coup il ne cesserait pas faire, je pense. Voilà, et donc du coup il n'y a plus effectivement cette sensation claire qui a été donnée à la face du monde entier, donc à 109 millions de personnes qui ont suivi Abu Dhabi. On a eu les chiffres. 109 millions de personnes qui ont eu l'impression que le directeur de course était tiraillé entre les demandes de Red Bull d'un côté et les demandes de Mercedes de l'autre. Dans ces conditions-là, c'est comme si vous avez lors d'un match de foot les deux entraîneurs qui sont en train de demander à l'arbitre de siffler un penalty ou de faire ci ou de faire ça. Alors, vous avez toujours l'impression que forcément, en tant qu'être humain, vous êtes biaisé. Vous ne pouvez pas avoir le jugement d'une machine qui jugerait A ou B selon un algorithme ou des règles établies. Dès que vous en rentrez un paramètre humain dans l'équation, vous avez forcément un problème de jugement, un problème des choses qui peuvent interagir et qui ne sont pas attendues. Et sous la pression sur laquelle était Massi, et je reviens du coup sur ce que disait Paul là-dessus, c'est que je pense qu'il a très très mal vécu cette pression d'Abu Dhabi, et cette pression même grandissante avant même Abu Dhabi, puisqu'il y a quand même le Brésil, il y a eu des choses aussi en Arabie Saoudite, ça a aussi été assez tendu. C'est pas évident, pour un seul homme d'avoir à gérer tout ça. Donc malheureusement, il en paye le prix. Il a fait des fautes avant ça, il en a fait aussi, mais malheureusement c'est tombé, comme dit Fernando Alonso, c'est tombé juste au mauvais moment, le moment le plus délicat du championnat, c'est-à-dire le dernier tour, la dernière course. Du coup j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Oui, ce facteur humain, Michael Massi, il va prendre un poste à la de la FIA, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'espère qu'il ne sera pas non plus relégué au placard total, parce qu'il ne le mérite pas non plus. J'espère quand même qu'il pourra continuer à aider sur la direction de course ou travailler sur les règlements ou faire des choses un peu plus peut-être en background, mais effectivement quand même avoir un poste assez important à ce niveau-là, parce qu'il maîtrise quand même le règlement sportif et c'est pas donné à tout le monde. Mais pour moi c'est important que
le directeur de course ne soit plus en prise directe avec les parties prenantes, c'est-à-dire donc les équipes en tant que telles, pour qu'on ait plus cette possibilité de suspicion de complotisme ou de malversation ou de conspiration, comme on a pu le lire pendant tout l'hiver. Ouais, effectivement, faut espérer. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul, c'est vraiment compliqué. Moi, je ne peux qu'imaginer Michael Masi quand il voit Verstappen passer la ligne. En fait, ça doit être un sentiment terrible parce que tu le sais à ce moment-là que c'est toi qui as offert le titre d'une certaine manière. Encore une fois, on ne minimise pas la saison de Max Verstappen, mais il a aucune chance à Abu Dhabi d'être champion du monde. Et c'est cette décision-là qui fait qu'il le devient. Donc effectivement, ça doit quand même être assez complexe. Après, pour revenir sur la VAR, si ça se trouve, en fait, c'est simplement 3 personnes qui seront choisies parmi les vainqueurs de la tombola du Grand Prix de Belgique, à qui on a offert un abonnement F1 TV et qui vont pouvoir aider, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même assez aberrant, mais c'est tout à fait vrai, Franck, quand tu dis qu'ils n'ont pas assez d'images, alors qu'il suffirait qu'il y en ait un qui ait l'application F1 TV sur son téléphone et pour au moins voir les on-board. Alors évidemment, après, ça ne voudrait pas dire que chaque vue permettrait, enfin on n'a pas toutes les caméras, mais des fois ça peut t'aider à comprendre, quoi. J'ai un problème, parce que si tu me dis que ça va être des personnes du Grand Prix du Belgique qui vont faire la VAR, ça veut dire qu'on a quand même potentiellement plus de chances que ce soit des fans de Verstappen, donc ça risque quand même d'être biaisé en faveur du Néerlandais. Oui, mais rassure-toi, le chef Polémique. le directeur de course est allemand maintenant, donc il sera biaisé pour Mercedes, donc tout va bien. Ça se jouera à la balance. Moi, j'ai une réserve à propos de la VAR quand même, et je vais prendre l'exemple du foot, où ça a été appliqué depuis plusieurs années. C'est qu'on a tendance des fois, depuis que la VAR a été instaurée au foot, alors ça a aidé bien sûr à régler beaucoup d'injustices sur certains matchs, mais on a aussi vu par exemple des cas de figure où une équipe marque un but après être partie de sa propre surface, et si on revient 1 minute avant au début de l'action, on s'aperçoit en fait que l'équipe qui a marqué, un de ses joueurs a fait faute, et en fait c'est penalty pour l'équipe d'en face. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'équipe qui a marqué un but, elle voit non seulement son but annulé, mais en plus, parce qu'on a vu 30 images, on s'aperçoit que l'équipe d'en face en fait mérite un penalty. Attention à ce qu'on ne perde pas non plus le côté naturel des choses. Par exemple, on voit souvent en Formule 1 des contacts entre pilotes et c'est finalement considéré comme un incident de course parce que la course suit son chemin et que le directeur de course et les commissaires doivent continuer à suivre ce qui se passe. Donc des fois, on a des incidents litigieux, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être plus la responsabilité de tel ou tel pilote et finalement, ça devient un incident de course parce que ça n'a pas un incident direct sur le résultat et qu'il y a un grand prix. Le problème de la VAR, c'est que ça peut ouvrir le champ de beaucoup de possibles. Si par exemple, sous 3 angles, on voit 2 voitures qui s'accrochent et on se dit à première vue, bon, c'est un incident de course. Il suffit d'un 4e angle où d'un seul coup, on se rend compte que c'est plus la responsabilité d'un pilote. Et une décision qui, dans un premier temps, au naturel, aurait été de dire c'est incident de course, laissez-les faire. On va peut-être se retrouver dans des cas de figure similaires au foot où finalement, le moindre petit contact, on va trouver un responsable parce que de toute façon, on peut toujours en trouver un. Si sous tel ou tel angle, on va juger que tel ou tel pilote est responsable. On l'a vu cette année sur divers accrochages. Selon l'angle de caméra qu'on avait, on n'avait pas forcément la même lecture. Donc attention juste à ça, qu'on ne se mette pas à prendre des décisions de course parce qu'on a vu 15 angles différents. Il faut que le directeur de course soit comme l'arbitre en football, sa première intuition soit la bonne. Si on revient 3 tours après un incident sur quelque chose qu'on n'aurait pas vu à la base, pour moi, c'est pas naturel. Donc attention de ne pas être trop dans le virtuel par rapport à ça. Gardons l'esprit de la course qui est avant tout let them race, comme ils disent. Tu imagines, on revient 3 tours avant, hop, les pilotes, vous remettez comme il y a 3 tours, on recommence. Et tout est ouvert. Le problème, c'est que ça ouvre tout en fait, parce qu'en foot, autant quand il y a le VAR, des fois on attend 2 minutes, mais le jeu est arrêté. Le problème d'un Grand Prix, c'est que pendant que la VAR est consultée, il y a peut-être 2 tours qui se sont écoulés. Si la décision elle est prise 2 tours avant, c'est pas du tout la même chose que si une pénalité est décidée 2 tours après. Donc ça peut changer le visage des courses. J'allais justement prendre un exemple différent, mais qui rejoint ce que tu dis, c'est que l'arbitrage vidéo marche très très bien en foot américain, mais pourquoi? Parce que c'est un sport qui est tout le temps en train de s'arrêter. Il y a une phase de jeu de quelques secondes et on s'arrête quelques secondes. Et en fait, du coup, tu as toujours le moyen. Et en plus, il y a des règles très strictes autour de ça. C'est-à-dire que soit les arbitres ont lancé un truc d'avertissement et du coup, il y a une possible vérification sur une faute ou quoi. Soit c'est les coachs qui le font, mais il y a des règles très spécifiques. Et dans tous les cas, on profite du fait que le jeu soit arrêté. Là, la F1, comme tu dis, c'est un sport qui ne s'arrête pas une fois que la course est lancée, sauf gros incidents. Ça ne s'arrête pas. Donc, ça va être compliqué, effectivement, à partir du moment où, par exemple, un pilote en double 1, en le touchant et tout ça, le temps qu'il y ait la VAR pour vérifier qui a fait quoi, et si finalement le pilote qui a dépassé est fautif, mais qu'entre-temps, il a pris 2 places de plus, bah ouais, tu vas pouvoir lui donner une pénalité, mais elle ne reflètera jamais ce qu'il aurait perdu en ne dépassant pas.
Donc, on a déjà eu un peu ce cas de figure avec les décisions qui sont prises par la direction de course trop tard. On voit certaines pénalités qui sont appliquées au moment où le pilote est déjà parti devant ou ce genre de choses. C'était un peu ce qui a été reproché à la pénalité de 10 secondes d'Hamilton, c'est que finalement, le temps qu'il l'applique, parce qu'il avait le choix de l'appliquer à son arrêt au stand, il avait largement récupéré la place pour ensuite aller chercher Leclerc. Donc, c'est des choses comme ça qui ne sont pas vraiment applicables en tant que telles à la F1. Et effectivement, j'ai peur que ça ne résolve pas tous les problèmes. Maintenant, le problème qu'on a en F1, c'est justement que c'est un sport qui va vite et qu'en fait, il n'y a pas de solution pour que la décision soit la bonne. Pour moi, la solution, c'est d'avoir des directeurs de course qui soient possiblement plus efficaces, en fait. Je suis désolé, Michael Masi, je pense qu'il était très fatigué. On l'avait déjà dit d'ailleurs dans le Grand Prix au moment du Brésil, quand il ne voit pas que Verstappen a fait une grosse erreur à Interlagos quand il emmène Hamilton à 15 mètres de la piste, où on nous dit on n'a pas la caméra embarquée vers l'avant, etc. Il n'avait pas besoin de cette caméra embarquée. C'était évident, avec toutes les images qu'on avait, que Verstappen avait fait une erreur et avait fait une faute. Et en plus, derrière, du coup, ils n'ont pas changé de résultat parce que ça a été traité beaucoup trop tard. Et pour moi, c'est le genre d'incident où, avec un minimum de constance et un minimum de logique, on n'aurait pas eu besoin de se dire il faut qu'on trouve d'autres systèmes. Ça rejoint un peu aussi les incidents qu'on a eu au premier tour, où on voit par exemple Bottas qui prend une pénalité après la Hongrie parce qu'il a percuté. On voit qu'il y a un incident au Mexique où personne est pénalisé, alors que pareil, il y a un pilote qui en percute un autre. On voit qu'il y a un incident sous la pluie en Turquie où un pilote est pénalisé, alors justement, c'est sous la pluie et que pourtant il n'y a pas de mouvement de son volant qui peut laisser penser qu'il a fait une erreur. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça où déjà, si la FIA et la direction de course précisément avaient été constantes, on n'en serait pas là à chercher des pansements sur des blessures qui ne sont pas celles qu'on essaie de guérir, en fait. C'est-à-dire que quand il y avait waiting, oui, il y avait quelques erreurs qui étaient commises, il y avait des doutes et tout ça, mais il y avait beaucoup de situations très compliquées qui étaient pourtant hyper bien décidées. Et même Maisie, la première année, je trouve qu'il prenait des bonnes décisions. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si justement c'est la fatigue, parce qu'effectivement, maintenant, on a 22 courses par an. La saison 2020, ça a été 17 courses en 23 semaines, 23 semaines, donc ça a été très compliqué. Et peut-être qu'il s'est fatigué, peut-être qu'il a eu du mal à reprendre un peu le dessus, mais on a vu qu'être un directeur de course seul dans un bureau et faire toutes les courses, ça n'empêche pas de prendre des bonnes décisions. Donc, peut-être que Maisie n'était juste pas adapté au poste et puis qu'il sera mieux ailleurs. Après, dans tous les cas, ça n'empêche pas que ce qu'il a vécu cet hiver a probablement dû être terrible et qu'il ne mérite absolument pas que les gens continuent à tirer dessus, alors que maintenant, il a été démis de ses fonctions. Mais pour moi, je pense qu'on cherche des solutions à des problèmes qui ne sont pas exactement identifiés. Pour expliquer, je pense aussi un peu le manque de constance de Maisie, je pense que le paramètre Let's Them Race a aussi eu un énorme impact sur lui et sa prise de décision, parce que on arrivait avec des règles extrêmement carrées ou bien écrites, même si sur des manœuvres de dépassement on peut toujours argumenter, mais sur le Let's Them Race, on arrive en fait en gros, c'est la philosophie qui dit laissez-leur le bénéfice du doute, laissez-les courir, clairement. Ça veut dire en gros, certes c'est écrit dans le règlement, mais c'est passable, on peut le laisser, on peut tolérer ça. Et dès qu'on commence effectivement à introduire une notion un peu de souplesse, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Tout le monde s'engouffre dedans, et tout le monde va en profiter, et puis Red Bull, ça a été toujours les premiers à dire mais c'est Let's Them Race, machin, Let's Them Race par-ci, Let's Them Race par-là. Et en fait, c'est ce que du coup je pense qu'il a aussi déstabilisé un peu Messi, parce que avant c'était les pilotes se plaignaient parce qu'ils étaient trop souvent pénalisés. Alors s'il y a la VAR en plus qui va pouvoir décortiquer chaque action de chaque pilote, je peux vous dire que ça risque aussi de gueuler au bout de quelques courses, parce qu'en disant maintenant vous avez la VAR, on va se prendre une pénalité pour un oui ou pour un non pour chacun des trucs, donc on va repasser d'un extrême à l'autre. Donc il va falloir trouver effectivement une bonne utilisation de la VAR. Effectivement, comme tu dis, c'est le problème de la F1, c'est que c'est un sport qui ne s'arrête pas. On peut pas revenir à l'instant de jeu, à l'instant d'action d'avant, sauf à mettre un drapeau rouge. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que Herbie Blash, quand il a vu la course depuis la Barbade où il passait ses vacances, quand il a vu cet impact-là, lui, sa première idée, sa première intuition, c'était d'arrêter la course. Voilà. Et je serais pas étonné, et j'espère que la FIA introduira un paramètre d'arrêt de course s'il reste moins de 5 tours à disputer quelque chose comme ça, un paramètre qui dit que s'il y a un incident comme ça qui se produit dans les derniers tours, comme on n'a pas la quantité de carburant nécessaire pour prolonger la course de 2 ou 3 tours, qu'on arrête la course, qu'on remette tout le monde dans les mêmes conditions,
pneumatique là pour le coup, puisque si on autorisait à changer de pneumatique après drapeau rouge et que ça s'est maintenu, à ce moment tous les pilotes repartent à égalité pour les derniers tours. Voilà, parce que c'est Ouais, vrai mais que ça, ça me je semblerait trouve que plus logique. je trouve que c'est quand même assez. La manière dont c'est fait aujourd'hui, pour moi, c'est pas juste parce que dans ce cas-là, si tu mets drapeau rouge, imaginons à Abu Dhabi, tu fais enfin, tu relances les voitures derrière la voiture de sécurité, tous les retardataires peuvent reprendre leur tour de retard, et en gros, tu as littéralement un Grand Prix de 2 tours où tout le monde part avec des pneus neufs, et enfin, je trouve que c'est pas juste en fait pour les 56 tours d'avant qui n'ont servi strictement à rien. Alors, il moi- faudrait pas laisser repasser les voitures. Ouais, pour moi, en fait, la NASCAR le fait et ça marche pas mal. On l'a vu à Daytona cette semaine, quand il y a eu un gros crash à 8 tours de la fin, ils ont juste stoppé la course, le temps de nettoyer la piste. Pour moi, cette règle-là, elle serait bonne à 2 conditions. La première, c'est de interdire les changements de pneus sous drapeau rouge. Et la deuxième, c'est de faire que le pilote qui est à un tour recule en fond de peloton, mais garde son tour de retard. C'est-à-dire qu'au lieu de les faire reprendre un tour, on les laisse juste. Ils laissent passer le peloton qui a un tour d'avance. Ils sont à un tour, c'est pas grave. Leur tour, il est perdu. Ils l'ont perdu pendant les 50 ou 55 premiers tours ou 70 premiers tours selon le circuit. C'est le reflet de la course. Alors apparemment, il se dit que ça, c'est impossible parce que soi-disant que le système de chronométrage ne serait pas capable d'encaisser ça. Mais je ne peux pas imaginer qu'en 2022, ce soit vrai. Donc si c'est vrai, c'est complètement débile. Si c'est faux, c'est que c'est une fausse excuse et qu'il faut absolument qu'on commence à dire, voilà, maintenant, les voitures qui sont à un tour, elles n'ont aucun droit réel de se dédoubler. C'est aussi illégal et aussi injuste que de choisir ce qu'on a fait à Abu Dhabi en disant, non, on va faire ci, on va faire ça. Finalement, lui a le droit de changer ses pneus, machin. Non, au bout d'un moment, c'est juste la décision de dire, voilà, ils ont un tour de retard, on les met en fond de peloton et puis tant pis. De toute façon, ils ne vont pas reprendre leur tour en quelques boucles. Quoi. Le côté timing est débile comme c'est pas permis, je suis désolé. C'est juste une décision à prendre. Si la FIA décide que c'est comme ça, au constructeur du logiciel de s'adapter, de prendre en compte la non, mais situation. de toute façon, quand les gens se prennent un tour, le logiciel il sait s'en servir du truc. Bah oui, bien sûr. Voilà, s'il y a d'autres voitures qui les dépassent, elles se prennent juste un tour. Mais ça non, moi ça me paraît complètement rien. Comme... Je comprends pas, je vois pas en quoi c'est différent d'avoir Hamilton qui met un tour à une Haas au 12e tour sous drapeau vert et Hamilton qui met un tour à une Haas sous drapeau jaune. Je vois pas le... Peut-être que quand ils le font trop lentement, le transpondeur il comprend plus ce qui se passe. C'est incroyable. Ou alors le transpondeur il dit mais attendez, c'est safety car, il a dépassé, il a pas le droit. Le transpondeur est trop intelligent. Le transpondeur a une âme lui-même et il commence à faire des décisions. Et voilà, ça devient n'importe quoi. Mais voilà, c'est effectivement, il faut quand même cadrer ça parce que Bakou, oui, super, ils font une course de 2 tours. Bon, enfin, je suis désolé. Hamilton, il doit pas perdre 18 places pour l'erreur qu'il fait au départ, quoi. Si vous, enfin, on restart, c'est un truc. Si on avait fait un restart avec toutes les voitures à un tour, toujours à un tour, et avec les voitures juste qui démarraient derrière la voiture de sécurité, il serait peut-être resté dans les points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça rajoute du spectacle. Après, ça c'est encore un tout autre aspect, bien évidemment, et un tout autre débat qu'on pourra avoir un jour. Après la saison, parce que là, on est parti pour 23 courses dans les 32 prochaines semaines à peu près, donc ça va devenir compliqué. Mais voilà. Il suffit d'une polémique à Bahreïn sur la FIA, et puis c'est parti pour la saison. On est parti, merci, au revoir. Mais voilà, moi je sais pas, c'est encore une fois des choses. Alors après, il y a encore eu d'autres annonces qui ont été faites disant que globalement, on va revoir justement tout le système de la safety car, tout ce système-là, suite à ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Finalement, là aussi, la chose qu'on attendait le plus, ça n'a pas encore été totalement fait. Lewis Hamilton espère que les conclusions d'Abu Dhabi seront publiques. On ne peut que l'espérer aussi, bien évidemment, même si ce sera terrible peut-être, mais il faut quand même qu'on puisse savoir. Je pense qu'on a le droit. Ils ont déjà prévenu que le changement de règlement qui découlerait de ça ne serait validé que le jour des essais libres de Bahreïn. Ça, c'est connu. C'est bien ça. En même temps, t'as pas de safety car le jour des essais libres de Bahreïn, normalement. Ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Normalement. Il ne devrait pas y avoir de problème. On ne sait jamais. Effectivement que ça devrait aller. Et puis la dernière petite nouvelle, mais ça on la connaissait déjà, c'est que donc la règle des pneus en Q2 qui doivent être utilisés pour le départ de la course ne sera plus en application. Enfin, si on serait tenté de dire, parce que les fameux passages dans la zone mixte où on dit vous savez, oui, non, mais c'est sûr, on est éliminé en Q2, mais vous savez, je préfère partir 11e que 10e. J'ai le choix de la stratégie, je trouve que c'est assez. Ce qui serait marrant, c'est qu'on la regrette, parce que toutes les voitures seraient à 1 seconde cette année. Ça aurait permis d'avoir quelque chose d'intéressant, mais non, voilà, la FIA, quand elle prend des mauvaises décisions, au bout, la FIA.
Ce serait énorme. Ce sera le gros du premier Grand Prix, de la première émission après Bahreïn. Genre, mais c'est un scandale, rendez-vous. Ils sont tous partis en soft. Écoutez, au moins, les qualifications redeviennent un exercice de pure vitesse et voilà, qui est quand même assez plaisant. Si des voitures ont envie de faire des tours en Q2, en médium et de passer en Q3 comme ça, bah, c'est leur problème, mais au moins, ça n'influera pas sur le Grand Prix du dimanche, ni sur la qualif sprint du samedi. Hein, bien évidemment, on vous remet une petite couche, on rappelle, il y en aura 3, ça commencera à Imola, bien sûr, mais ça, Imola, on a encore un petit peu le temps de voir venir. On rappelle que la saison débutera à Bahreïn, on partira ensuite en Arabie Saoudite, avec des Alpines roses, donc, et puis elles seront bleues au Grand Prix d'Australie. Peut-être, on n'est pas à l'abri. Rose en Arabie Saoudite, complot. Ouais. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait exprès, Bahreïn et Arabie Saoudite? Manquerait plus qu'elle soit rose à Abu Dhabi. Moi, je dirais Anguille sous roche. Je ne sais pas. On a vu d'ailleurs, on en parlait aussi tout à l'heure rapidement, mais oui, les casques aussi Alpine. Bon, Fernando Alonso reste plus ou moins sur la même design que 2021, mais juste un petit peu modernisé, on va dire. Et en 2021, c'était son design de 2006. Esteban Ocon, il nous a sorti un casque franco-français, là. Et pas déplaisant. BWT n'a pas réussi à imposer de rose au casque des pilotes, contrairement à ce qu'ils avaient réussi à faire chez Racing Point. Écoute, c'est déjà... J'ai dû me taper la saison 2007 avec un casque noir chez Alonso, déjà, qui était honnêtement d'un lait. Moi, j'aimais bien, mais c'est parce que j'étais fan de McLaren. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, s'il arrive avec un casque rose, là, moi, je ne sais plus ce que je fais. Hein. Ouais. Juste parce qu'on parlait un petit peu de politique extérieure, il va quand même juste falloir surveiller ce qui va se passer du côté de Haas, malheureusement, sur les prochains jours, prochaines semaines, puisqu'on rappelle que Haas a un sponsor titre qui est russe, Uralkali, une équipe américaine, et avec les tensions qui sont très très médiatisées entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, donc l'Occident, et le gel des avoirs là, qui a été décidé a priori dès aujourd'hui, il pourrait y avoir effectivement des répercussions sur le financement de l'équipe Haas, puisque voilà. Haas touche énormément d'argent depuis la Russie. Et si l'argent n'a pas déjà été versé, ça pourrait effectivement poser un gros problème à cette équipe. Donc à surveiller quand même les répercussions que ce conflit pourrait avoir. Certains appellent déjà à la F1 à annuler le Grand Prix de Russie. C'est ça, je veux dire. Pas encore là, mais... c'est en septembre, c'est l'avantage, voilà. Ça laisse suffisamment de temps pour que la situation... Ça ne prend pas le bon chemin pour l'instant, mais en espérant pour tout le monde, pour toute la planète, que ça se résolve de manière... plutôt amicale que guerrière. Après, on n'est pas à l'abri. Hein. Ça peut devenir le Grand Prix d'Ukraine, peut-être, qui sait. sur un upset win. Peut-être, mais en tout cas, on espère que ça va effectivement bien se passer, cette affaire. Parce que voilà, ce serait... je pense qu'à ce moment, si ça part, malheureusement, dans une mauvaise direction, je pense qu'on aura d'autres choses à penser que la Formule 1. Hein. Clairement, il y aura d'autres choses qui seront dans nos têtes à ce moment-là. On n'espère pas, bien sûr, que ce sera le cas. On espère pouvoir vous parler de 23 Grands Prix exceptionnels, tous plus fous les uns que les autres. C'est Ross Brown qui présente cette émission? Tout à fait, parce que je peux vous dire que moi, je reviens du Grand Prix de Bahreïn, où certes, il y avait 1 seconde 2 entre chaque voiture, mais quel spectacle! Parce que les pilotes, dès qu'ils sortaient large, en fait, ils abandonnaient à cause de maux de dos. Quelle fantastique chose! On ne savait pas qui allait finir, c'était incroyable, vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est pas impossible quand même qu'il y en ait qui se fassent mal, parce qu'on a vu des fois des voitures décoller sur des vibras, et c'est pas impossible que ça amplifie le truc. Moi, je rappelle le regretté Justin Wilson en 2010 en IndyCar, il est sorti large au Mid-Ohio. Il a pas fait la fin de la saison parce qu'il s'est cassé le dos. Juste en sortant large et en décollant un petit peu sur une route d'accès vers le circuit. Donc on est effectivement pas à l'abri que ça arrive au Grand Prix sur un Grand Prix cette année. Effectivement, quelqu'un se blesse parce que ces voitures vont être très rigides et on va avoir pas mal de répercussions. Ce sera, si jamais c'était le cas, ce sera l'occasion peut-être de repenser aussi ce point-là, parce que pour dire par exemple en IndyCar globalement, on avait ce problème jusqu'en 2012 où Justin Wilson, qui fait quasiment 2 mètres, il était assis sur le plancher, lui, hein. C'est-à-dire que le fond plat était connecté à Justin Wilson, hein, si vous voulez. C'était vraiment, il n'y avait pas d'interface. Et donc, pour la nouvelle voiture en 2012, ils ont mis en place justement une couche de mousse au bas de la voiture pour que tous les pilotes puissent au moins avoir un petit peu de support au niveau du dos et du coccyx. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir en Formule 1. Ça permettra à la FIA de rajouter 12 kilos aux voitures en disant, vous savez, c'est comme de la mousse, ça pèse lourd, mais c'est pour de la sécurité. Il faudrait quand même qu'on creuse peut-être du côté de Manu, peut-être que ça a été quand même prévu. Il faudrait peut-être qu'on regarde si effectivement... On sait que les cockpits ont été élargis déjà cette année. Il y a un volume supplémentaire minimal à respecter, ce dont s'est félicité George Russell d'ailleurs
aujourd'hui, puisque voilà, lui, il est beaucoup plus grand que Lewis Hamilton et il avait un peu de mal dans la Mercedes 2020 et il est quand même beaucoup plus à l'aise dans la Mercedes 2022. Donc déjà, c'est déjà en termes d'espace aux hanches et aux épaules, ça va beaucoup mieux. Maintenant, quelle est la distance entre les fesses et le fond plat? Ça, je ne sais pas effectivement si ça a été revu à la hausse pour tenir compte effectivement de la rigidité supplémentaire attendue de CF1. Ça, effectivement, ça peut valoir le coup de creuser ça. Matt Martin qui nous demande bonsoir à tous. Je voulais savoir si on aurait les temps les uns les autres demain. Oui, il y aura des chronos, il y aura des photos sur Next Gen Auto. Rassurez-vous. Donc ça va être plutôt pas mal. Oula, Manu qui est quasiment en train de dire non. Non, j'ai vu passer un tweet ou deux, là, j'ai pas eu le temps de creuser, mais apparemment il y a bien des équipes qui auraient eu des petits problèmes au shakedown et c'est pas dit que demain ça roule de manière très fluide. Donc, on aura les temps des uns. C'est les dernières rumeurs. On aura les temps des uns, peut-être pas des autres. Mais non, il faut s'attendre à des premières journées vraiment perturbées. Je sais pas si les gens se rappellent des premiers essais 2014. Là, c'était le moteur qui était nouveau, mais en même temps, on y va un petit peu aussi cette année. Et où effectivement, les équipes avaient beaucoup de mal à enchaîner les tours. Voilà, c'est pas impossible qu'il y ait un peu une configuration pareille avec beaucoup de choses à résoudre. Donc voilà, à voir. On a hâte que ça débute. Vas-y. Est-ce qu'on a retrouvé le frère jumeau de Paul du coup ou pas? Il a retrouvé sa photo? Il a pas remis son son, le frère jumeau. Là. Avec le micro ouvert, c'est mieux, pardon. Non, malheureusement, j'ai pas retrouvé la photo, mais je promets de la retrouver pour la semaine prochaine. On pourra y consacrer 25 minutes et ça fait vraiment plaisir. On va faire un gros carton chez les fans de Hülkenberg la semaine prochaine. Ouais. Ça va pas nous augmenter notre nombre de viewers de 200%, mais... Oh, s'il le met en poster derrière lui, peut-être pour habiller son mur. Pékinois. Essaye de faire un montage avec un trophée de podium. Mais non, on saura que ce sera photoshopé, c'est ça le problème. Il faut pas que ce soit trop voyant, même si plus c'est gros, plus ça passe. P4 alors. Ce sera très compliqué. Merci beaucoup en tout cas les amis d'avoir été là pour cette nouvelle émission. Comme on vous l'a dit, on se retrouve la semaine prochaine pour justement débriefer ces essais de Bahreïn. Ça va dépendre d'autres petits projets qui se mettent en place pour voir si c'est lundi ou mardi. De Barcelone, oui. Non, mais ils n'existent pas, les essais de Barcelone aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on débriefe d'un truc qui n'existe pas? À un moment donné, soyons sérieux. On va débriefer ce shakedown pré-saison. Tout ça. J'ai très peur, mais imaginez, il y a genre 2 voitures qui font des chronos demain. Mais qu'est-ce qu'il va dire Will Buxton? Vous voyez, c'est ça un shakedown. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de temps. Ce qui est très très bien, c'est que là, depuis une semaine, les équipes ont tout le temps dit les essais hivernaux de Barcelone et elles ont toutes parlé du shakedown comme leur premier roulage. Donc c'est bien parce que du coup, elles n'ont pas du tout voulu se conformer à cette communication qui est défendue par deux, trois hommes et femmes sandwich de la F1. Et donc les équipes sont bien très claires là-dessus, ce sont bien des essais hivernaux. Même si ça ne roule pas beaucoup, il y aura bien que Will Buxton qui dira que c'est un shakedown. Matt qui me demande si on fait le live demain toute la journée. Non, c'est pas possible. Non. Non, sans image, c'est impossible. Dans tous les cas, c'est compliqué à suivre. Voilà. C'est très compliqué de vous faire vraiment un live. Surtout qu'à mon info, après, à l'époque, tu avais le live timing et tout, c'était encore relativement possible et tu avais pas mal d'informations sur place. Mais là, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Donc, on vous fera pas ça, malheureusement. Mais vous aurez toutes les infos dès qu'elles arriveront et dès qu'elles tomberont. Toutes les photos aussi, ça, je vous conseille dès 9h. De toute façon, il y aura déjà des choses parce qu'on aura déjà. Des vues au moins du circuit et puis ensuite bien sûr les voitures qui prendront la piste. Pas de débrief le soir non plus Matt, mais par contre il y aura pas mal d'articles sur Next Gen Auto qui récapituleront la journée. On rappelle que sur Next Gen Auto on fait la part belle à toutes les équipes, donc il y aura, vous aurez tout ce qu'il faut. Ça y est, je parle comme si j'étais... On parlera de mon salaire bien évidemment Franck, mais pas de souci. Bien sûr les Malabar roses. Ah, bah formidable, ça y est. Poster alpine. Je veux les bleus aussi qui colorent la langue, s'il te plaît. Ça, oui. Puis je vais mélanger les deux. Ce sera formidable. Racing Café jeudi, tout à fait romain. En direct, bien sûr, de Barcelone. On va planter une tente. Et bonjour, on est là. Nous. Il n'y aura pas de souci. Non, Racing Café jeudi soir, 20h30, bien sûr. IndyCar dimanche, parce que ça aussi c'est une très bonne nouvelle, messieurs, l'IndyCar qui débute sa saison. IndyCar dimanche, je vous ferai le live de la course. Il n'y aura pas d'image, certes, mais il y aura des commentaires parfois pertinents. C'est tout ce que je peux vous proposer, ce qui est déjà pas mal. C'est te vendre. C'est déjà un bon début, franchement. Voilà. Parfois, il y aura des commentaires pertinents. Il y aura des commentaires tout à fait pertinents et il y aura des infos gladées aussi sur place, ne vous en faites pas, bien évidemment. Et puis d'ailleurs, très prochainement, il y aura eu Castroneves en interview.
Voilà, le bonhomme a gagné 4 fois les 500 Masiapoli, je me suis dit pourquoi pas lui poser quelques petites questions. Donc, Tu parles bien du frère jumeau de Simon Pagenaud. tout à fait. J'ai eu un mal fou, moi, les deux, parce que j'ai eu les deux, du coup, à l'interview. C'est un bordel, moi, je suis perdu, mais c'est apparemment bien Helio Castorès que j'ai eu. Pas eu de... J'ai essayé de lui poser la question en français, il n'a pas répondu, donc ça doit être bien ça. En tout cas... C'est l'autre. C'est l'autre. Pardonnez-moi. Oups, désolé. Je m'étais trompé. En tout cas, ben, voilà, les amis, on espère qu'on vous fera vivre ces essais de la meilleure des façons, et on en parlera la semaine prochaine dans Grand Prix, bien sûr. Merci Franck, merci Paul, merci Manu. Ce fut un grand plaisir. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci soirée. beaucoup le chat. Bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.